Au cœur des profondeurs glaciales d'un hiver médiéval, quelque part dans le paysage déchiré par la guerre de la France du XIVe siècle, un jeune soldat est accroupi près d'un feu crépitant. La neige tombe sans discontinuer, poudrant sa cape élimée et s'accumulant dans ses bottes de cuir. Ses mains, rougies par le froid, tremblent alors qu'il porte un bol en bois à ses lèvres. À l'intérieur, un maigre potage fume légèrement, des morceaux d'orge et des pois flétris flottant dans une eau grisâtre. Autour de lui, des dizaines de feux similaires parsèment le paysage, chacun entouré de silhouettes voûtées, enveloppées dans de la laine, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Le vent hurle à travers le camp, transportant la fumée de bois, l'odeur âcre de la viande salée bouillant dans des chaudrons en fer et le son du claquement des dents des hommes. Telle était la réalité de la guerre hivernale au Moyen Âge, où la question de savoir quoi manger pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, vous découvrirez la vérité brutale sur ce que mangeaient les soldats médiévaux lorsque les températures chutaient et que la neige recouvrait le paysage. Nous explorerons comment les armées parvenaient à survivre, ou échouaient à survivre, lors de campagnes hivernales qui mettaient l'endurance humaine à rude épreuve, jusqu'à ses limites absolues. Vous apprendrez pourquoi l'hiver était appelé la guerre cruelle au Moyen Âge, et comment la logistique brutale nécessaire pour nourrir une armée déterminait si les commandants médiévaux pouvaient-ils même tenter de guerroyer pendant les mois les plus froids. Nous découvrirons les anciennes techniques de conservation qui faisaient la différence entre une armée capable de se battre et une qui mourrait de faim. Nous examinerons la réalité choquante de la quantité de nourriture dont un seul soldat avait besoin juste pour rester en vie. Et nous plongerons dans les méthodes ingénieuses que les gens du Moyen Âge ont développées pour conserver la nourriture comestible pendant des mois de température glaciale. Du défi des 5000 calories à l'expédient désespéré de manger des chevaux pendant les sièges, du mois du sang de novembre où les communautés abattaient leur bétail aux calculs stratégiques qui façonnaient la guerre en hiver, cette exploration révélera un monde où la logistique importait plus que le courage, où les lignes de ravitaillement déterminaient le destin des royaumes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir remet en question les idées reçues sur la guerre médiévale et révèle les réalités complexes, souvent brutales, qui se cachent derrière les notions romancées de la vie militaire au Moyen Âge. Nous voyagerons à travers des histoires humaines de faim, d'ingéniosité, de désespoir et de survie remarquables, en examinant des preuves archéologiques, des chroniques d'époque et des documents historiques qui donnent vie à ce monde de manière saisissante. Les réponses que vous trouverez sont plus fascinantes et plus brutales que ne le suggère l'imagination populaire, révélant comment la simple question de savoir quoi manger a façonné le destin de l'Europe médiévale. Commençons ce voyage dans l'un des aspects les plus difficiles de la vie militaire médiévale, où le plus grand ennemi n'était pas toujours l'armée adverse, mais l'hiver lui-même. La guerre en Europe médiévale suivait des rythmes aussi anciens que l'agriculture elle-même. Le printemps voyait les armées se rassembler au point de ralliement, les nobles répondant à l'appel de leurs seigneurs au service militaire, les soldats du commun recrutés dans les villages et les villes. Pendant l'été, des invasions étaient lancées et des territoires contestés. À l'approche de l'automne, les combats se poursuivaient tant que le temps le permettait. Puis, alors que les premières neiges tombaient et que les températures chutaient, quelque chose de remarquable se produisait. Les armées se dissolvaient. Les soldats rentraient chez eux. Les nobles se retiraient dans leurs châteaux et la machine de guerre médiévale s'immobilisait jusqu'au printemps. Comprendre pourquoi nécessite de regarder au-delà des simples explications liées au froid pour s'intéresser aux réalités brutales de la logistique, du ravitaillement et de la survie humaine. Le terme médiéval pour les campagnes d'hiver était révélateur, guerre cruelle. Il ne s'agissait pas principalement de se battre par des températures glaciales, bien que l'hypothermie ait fait sa part de victimes. La cruauté résidait dans la quasi-impossibilité de maintenir les systèmes logistiques qui maintenaient les armées en vie. Les routes, simplement difficiles en été, devenaient complètement impraticables en hiver, transformées en une boue glaciale par les pluies d'automne, puis gelées et pleines d'ornières profondes qui pouvaient briser l'essieu d'une charrette ou la patte d'un cheval. Les chariots de ravitaillement transportant de précieuses céréales, de la viande salée et du fourrage ne pouvaient pas naviguer dans ces conditions. Le transport des engins de siège devenait impossible. Imaginez tenter de déplacer une tour de siège pesant plusieurs tonnes dans une neige jusqu'aux genoux ou sur des routes verglacées. La communication sur le champ de bataille devenait presque impossible pendant les tempêtes de neige,
lorsque la visibilité tombait à quelques mètres et que les messagers risquaient la mort par exposition au froid. Le moral chutait alors que les soldats gelaient dans des abris inadéquats et voyaient leurs rations diminuer. Les commandants médiévaux comprenaient ces réalités et planifiaient leur campagne en conséquence. La fenêtre optimale s'ouvrait après la récolte, lorsque les champs avaient donné leurs céréales et que les soldats pouvaient être épargnés des travaux agricoles, mais se refermait rapidement à l'approche des fortes pluies d'automne. La récolte était essentielle car elle fournissait les vivres dont les armées avaient besoin. Une campagne lancée avant la récolte risquait d'affamer à la fois l'armée et la population civile. Une campagne lancée trop tard risquait d'être surprise par le temps hivernal avant que les objectifs ne puissent être atteints. Les fortes pluies transformaient les routes en rivières de boue qui engloutissaient les charrettes jusqu'aux essieux. Cela créait une fenêtre stratégique que les commandants s'empressèrent d'exploiter, sachant que l'approche de l'hiver fixait une échéance de fer qu'aucune détermination ne pouvait surmonter. La logistique du déplacement des armées dépendait entièrement de routes raisonnablement praticables, et les réseaux routiers médiévaux, jamais excellents même dans les meilleures conditions, devenaient des pièges mortels pendant les mois d'hiver. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charlemagne, planifiait systématiquement ses campagnes pour les mois les plus chauds après que les armées se soient reposées pendant l'hiver. Cela devint une pratique courante dans toute l'Europe médiévale, les armées ne combattant que pendant la saison des campagnes, de la fin du printemps au début de l'automne. Même si une armée restait groupée pendant l'hiver, il était peu probable qu'elle combatte, à moins que le climat ne soit particulièrement doux. Dans les régions enneigées et au temps inclément, les armées devenaient inactives, forcées d'être logées, chauffées et nourries sans accomplir d'objectifs militaires. Ce schéma a persisté pendant des siècles, non pas parce que les commandants médiévaux manquaient d'ambition ou de courage, mais parce que l'arithmétique de l'approvisionnement rendait les alternatives presque impossibles. Pourtant, des batailles d'hiver, bien qu'exceptionnellement rares, se sont parfois produites. La bataille de Towton, fin mars 1461, pendant la guerre des Deux Roses en Angleterre, en est un exemple spectaculaire. Les chroniques contemporaines décrivent une violente tempête de neige qui a massivement influencé l'issue. Les forces lancastriennes, positionnées sur un terrain élevé, auraient dû bénéficier d'un avantage significatif, en particulier pour leurs archers. Cependant, la neige abondante soufflant dans leurs visages les a fait tirer au-delà des lignes yorkistes. Les yorkistes, tirant dans le vent avec la neige dans le dos, ont constaté que leurs flèches portaient plus loin que la normale, dévastant les rangs lancastriens à une portée extrême. Les chroniqueurs ont estimé que jusqu'à 30 000 hommes ont été tués, bien que les historiens modernes débattent du nombre exact, ce qui en fait l'une des batailles les plus sanglantes sur le sol anglais. De même, le siège arabe de Constantinople, de 717 à 718, s'est poursuivi pendant l'hiver, les assiégeants souffrant terriblement, tandis que les défenseurs restaient y protégés. La bataille du lac Peipu en avril 12, 142, a vu les chevaliers teutoniques affronter les forces russes sur la surface gelée du lac Peipu. La bataille menée sur la glace a créé des défis tactiques pour les chevaliers lourdement armés, bien que les histoires ultérieures de chevaliers passant à travers la glace et se noyant semblent relever de la légende plutôt que du fait historique. On se souvient de ces batailles précisément parce qu'elles étaient si extraordinaires. Le siège arabe de Constantinople mérite une attention particulière en tant qu'exemple de la manière dont l'hiver condamnait même les assaillants les plus déterminés. Les forces assiégeantes, habituées à des climats plus chauds, se sont retrouvées totalement impréparées aux conditions hivernales brutales de la région. La maladie a balayé leur camp alors que les hommes se blottissaient dans des abris inadéquats. Les navires de ravitaillement étaient empêchés de les atteindre par le mauvais temps et les forces navales byzantines. Pendant ce temps, les défenseurs à l'intérieur des murs massifs de Constantinople bénéficiaient d'un accès à des provisions stockées, d'un abri contre les éléments et de la capacité à entretenir des feux et une hygiène de base. L'hiver est devenu le défenseur le plus efficace de la ville, détruisant lentement l'armée assiégeante sans que les défenseurs aient besoin de risquer la moindre sortie. Le coût de l'inaction hivernale créait ses propres problèmes. Une armée inactive avait toujours besoin d'être nourrie, devenant un désastre pour les populations locales. Les soldats étaient cantonnés dans les villages et les villes voisins, les habitants étant contraints de les nourrir et de les loger. Pour les familles paysannes déjà au niveau de subsistance, cela pouvait être catastrophique. Leurs réserves de nourriture soigneusement conservées, destinées à durer tout l'hiver, étaient épuisées par des soldats affamés.
De nombreux paysans risquaient la mort pendant les mois d'hiver à cause de la malnutrition, leur survie sacrifiée pour nourrir des armées qui ne combattaient même pas. Il y avait un dicton médiéval selon lequel avoir une armée amie qui hiverne dans votre région était pire qu'une occupation ennemie. Ce n'était pas une hyperbole, mais une vérité amère née de l'expérience. Un ennemi pouvait piller et passer son chemin, mais une armée amie s'attendait à être entretenue indéfiniment, drainant lentement chaque ressource jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cela créait une paralysie stratégique où un territoire pouvait être tenu mais pas pris pendant les mois d'hiver. Toute la machine de guerre médiévale s'arrêtait tout simplement en attendant le printemps. Cela soulève une question cruciale. Que mangeaient exactement ces soldats lors des rares campagnes d'hiver? Comment les armées médiévales tentaient-elles de se nourrir lorsque le monde naturel lui-même semblait ligué contre leur survie? La réponse commence par la compréhension de la quantité de nourriture dont un soldat médiéval avait réellement besoin. Imaginez une journée typique d'un soldat médiéval. Dès l'aube, les soldats s'adonnaient à un travail physique constant qui épuiserait la plupart des gens modernes en quelques heures. Ils marchaient des kilomètres en portant un équipement lourd, leur cotte de mailles pesant à elle seule de 40 à 60 livres. Une fois le camp établi, le travail ne s'arrêtait pas. Les camps devaient être montés de toutes pièces, décharger l'équipement des chevaux et des charrettes, ramasser du bois de chauffage, creuser des fossés, planter des piquets, monter les tentes. Les charrettes devaient être poussées dans la boue et la neige lorsque les routes devenaient impraticables. De l'aube jusqu'après le crépuscule, la vie d'un soldat était un effort physique quasi constant, ponctué par la terreur du combat réel. Au-delà de ces routines quotidiennes, les soldats devaient également entretenir leur équipement, affûter leurs armes, réparer leur armure et s'occuper d'innombrables autres tâches qui assuraient le fonctionnement des forces militaires médiévales. Cela exigeait une quantité d'énergie alimentaire presque inimaginable. L'analyse historique suggère que les soldats médiévaux avaient besoin de jusqu'à 5000 calories par jour pour maintenir leurs conditions physiques et fonctionner efficacement. Pour mettre cela en perspective, un homme adulte sédentaire moyen a besoin d'environ 2000 à 2500 calories par jour. Un athlète moderne extrêmement actif pourrait consommer de 3000 à 4000 calories. Les soldats médiévaux devaient dépasser même ce niveau élevé. La dépense énergétique était incessante. Le froid augmentait encore ses besoins caloriques, car le corps humain brûle des calories supplémentaires pour maintenir sa température centrale. Sans un apport suffisant, les soldats connaissaient un déclin physique rapide. Les muscles s'affaiblissaient, l'acuité mentale diminuait, la résistance aux maladies chutait. Dans les cas graves, la famine s'installait. Un soldat qui ne pouvait pas maintenir sa force devenait un fardeau pour son unité et faisait face à un risque accru de mort par maladie, exposition au froid, ou incapacité à se défendre au combat. Que devaient recevoir les soldats comme ration quotidienne? La norme théorique nous donne une base pour comprendre la nutrition militaire médiévale. Chaque soldat aurait dû recevoir 1 kilogramme de pain de bonne qualité par jour. 400 grammes de viande salée ou fumée constituaient l'apport standard en protéines, bien que cela manquât souvent lorsque les lignes de ravitaillement échouaient. La bière ou le vin bon marché servaient à plusieurs fins: hydratation, calories supplémentaires, et rendre les sources d'eau douteuses plus sûres à boire. Le fromage était courant dans la plupart des régions, apprécié pour sa portabilité et sa résistance à la détérioration. Le long des zones côtières, le harengue, la morue et le poisson séché complétaient le régime. Les céréales représentaient environ 75% de l'apport calorique total d'un soldat. Les variations régionales reflétaient la disponibilité locale et les préférences culturelles. En Europe du Nord, le saindoux ou le beurre clarifié était souvent inclus, fournissant des calories concentrées essentielles à la survie par temps froid. En Europe du Sud, l'huile d'olive remplissait une fonction similaire, offrant des calories grasses sous une forme qui voyageait bien et ne se gâtait pas rapidement. Les forces côtières recevaient proportionnellement plus de poissons, profitant des abondantes ressources marines qui pouvaient être conservées par salage et séchage. Les armées méditerranéennes pouvaient inclure plus de vin et moins de bière, reflétant les schémas de production régionaux. Le point important est qu'il n'existait aucun système d'approvisionnement militaire standardisé à travers l'Europe médiévale, comparable à la logistique moderne. Chaque armée, chaque région, chaque campagne avait ses propres pratiques, façonnées par ce qui était disponible localement, ce qui pouvait être transporté et ce que les soldats avaient l'habitude de manger.
L'écart flagrant entre la réalité des rations officielles et ce que les soldats recevaient réellement est crucial pour comprendre la vie militaire médiévale. Les lignes de ravitaillement échouaient fréquemment. Les routes devenaient impraticables. Les forces ennemies capturaient les convois. Les provisions promises ne se matérialisaient jamais. Les commandants détournaient parfois les approvisionnements destinés aux troupes, les vendant pour leur profit personnel, ou les détournant pour nourrir des soldats plus riches qui pouvaient payer. Pendant les campagnes prolongées, les pénuries entraînaient des rations réduites, les soldats recevant la moitié ou moins de leur allocation théorique. La faim était le compagnon constant de nombreuses campagnes, sapant la force, le moral et l'efficacité avant même que les combats n'aient lieu. Les soldats apprenaient à s'attendre à la déception et développèrent leur propre stratégie pour compléter des rations inadéquates par le fourrageage, la chasse et, en cas de désespoir, le vol pur et simple auprès des populations locales. Pendant une grande partie de la période médiévale, les soldats étaient souvent responsables de leur propre approvisionnement initial. Ils devaient fournir leur propre nourriture lors de leur mobilisation. Cela créait d'énormes inégalités. Les chevaliers fortunés pouvaient apporter des provisions substantielles de nourriture de haute qualité. Les soldats du commun arrivaient avec des provisions minimales, sachant qu'ils devraient fourrager, piller ou acheter auprès de sources locales. Les Carolingiens, au 8e siècle, exigeaient que les soldats apportent 3 mois de nourriture lorsqu'ils répondaient aux convocations militaires. Imaginez le défi que cela représentait pour un paysan conscrit, quitter sa ferme pendant les saisons agricoles cruciales, tout en acquérant et en transportant d'une manière ou d'une autre 3 mois de nourriture. Pour de nombreux soldats pauvres, cette exigence signifiait arriver à la mobilisation avec peut-être une semaine de provisions de base, en espérant que l'armée pourvoirait à leurs besoins par la suite ou que des occasions de fourrager se présenteraient. La prédominance des céréales dans le régime militaire médiéval était une réponse calculée aux réalités logistiques. Les céréales offraient un rapport poids-valeur nutritive exceptionnel. Une semaine de céréales pour un seul soldat pesait approximativement le même poids qu'une journée de légumes frais. Les céréales pouvaient durer des semaines ou des mois si elles étaient correctement stockées, tandis que les légumes frais se gâtaient en quelques jours. Les 4 principales céréales étaient le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. Le blé était le plus apprécié car sa haute teneur en gluten en faisait un pain idéal. L'orge et le seigle étaient plus rustiques, poussant dans des sols plus pauvres et des climats plus rudes, ce qui les rendait importants pour les régions du Nord. L'avoine, bien que considérée comme inférieure pour la consommation humaine dans certaines régions, fournissait un fourrage essentiel pour les chevaux et pouvait être utilisée pour la bouillie lorsque d'autres céréales n'étaient pas disponibles. La polyvalence des céréales signifiait qu'elles pouvaient être transformées de multiples façons, moulues en farine, bouillies en bouillie, ajoutées au ragoût. Cette flexibilité était essentielle pour les armées, opérant dans des conditions diverses, avec un accès variable aux installations de cuisson et au combustible. Le pain de qualité était très prisé, et l'allocation journalière d'1 kilogramme représentait un idéal plutôt qu'une garantie. Le pain frais en campagne était un luxe rare. Plus communément, les soldats comptaient sur le biscuit de mer ou les galettes. Le biscuit de mer, connu en latin sous le nom de bucellatum, était cuit 2 fois pour en retirer pratiquement toute l'humidité, créant un produit qui pouvait durer des années s'il était conservé au sec. Le produit résultant était dur comme de la pierre, nécessitant souvent d'être trempé avant d'être mangé pour éviter de se casser les dents. Parfois, les soldats devaient se frapper le biscuit de mer avec des maillets juste pour le briser en morceaux comestibles. Malgré sa nature peu appétissante, le biscuit de mer était une merveille de la technologie alimentaire médiévale. Le processus de double cuisson créait un produit presque insensible à la détérioration. Des biscuits de mer correctement stockés, découverts dans des épaves, ont été retrouvés essentiellement inchangés après des siècles. Pour les campagnes d'hiver, la durabilité du biscuit de mer le rendait inestimable, car il ne gelait pas, ne se gâtait pas par temps froid et ne nécessitait aucune préparation autre que le trempage dans n'importe quel liquide disponible. Un exemple historique spécifique illustre l'importance cruciale du pain. En mai 1415, alors que le roi Henri V se préparait pour la campagne d'Azincourt, il publia des proclamations à Southampton et Winchester, ordonnant que du pain soit cuit en prévision de l'arrivée de son armée. Ce n'était pas un détail mineur, mais une opération logistique majeure impliquant des centaines de boulangers travaillant pendant des semaines. Le fait qu'un roi se préoccupe personnellement de la production de pain
démontre à quel point cet aliment de base était fondamental pour la capacité militaire. La planification logistique commençait bien avant que les armées ne se mettent en marche, car les commandants comprenaient que des soldats qui ne pouvaient pas manger ne pouvaient pas se battre. Les préparatifs d'Henri pour Azincourt comprenaient des calculs détaillés de la quantité de pain dont son armée aurait besoin, où il serait cuit, comment il serait transporté et comment il serait distribué. Ce niveau de planification était nécessaire pour toute campagne réussie et devenait exponentiellement plus complexe pour les opérations hivernales. Cela soulève une autre question cruciale. Comment toute cette nourriture survivait-elle au froid de l'hiver assez longtemps pour nourrir les armées? Bientôt, nous découvrirons comment les gens du Moyen Âge utilisaient le sel, la fumée et le froid lui-même pour transformer des aliments périssables en provisions capables de soutenir une armée pendant les mois d'hiver les plus rudes. Les Anglo-Saxons avaient un nom révélateur pour novembre, le mois du sang. Ce n'était pas une licence poétique, mais une description directe. Dans toute l'Europe médiévale, novembre marquait le moment traditionnel pour commencer à abattre les animaux en préparation de l'hiver. La date spécifique était la Saint-Martin, le 11 novembre, jour de la fête de Saint-Martin de Tours, qui devint la période coutumière pour le dépeçage. Le moment choisi reflétait une dure réalité économique. Pendant la saison de croissance, les animaux paissaient et engraissaient naturellement. Cependant, une fois l'hiver installé, il y aurait peu de pâturage disponible, et les animaux devraient être nourris avec du fourrage stocké dont les humains avaient également besoin. Il n'était tout simplement pas économiquement réalisable de nourrir de gros animaux pendant les mois d'hiver, alors qu'ils ne produisaient rien d'utile. La solution pratique était d'abattre la plupart des animaux en automne et de conserver leur viande. Des communautés entières se mobilisaient pour ce travail, un rituel annuel qui devait être achevé avant l'arrivée du grand froid. Le sel était la substance de conservation la plus essentielle de l'Europe médiévale, coûteuse mais absolument indispensable. Deux méthodes principales existaient, le salage à sec et le saumurage. Le salage à sec consistait à presser du sel sec directement dans la viande, en le faisant pénétrer sur toutes les surfaces. Les morceaux salés étaient superposés dans des barils ou des tonneaux, avec du sel entourant chaque morceau. Le sel agissait par osmose, extrayant l'humidité de la viande. Les bactéries ont besoin d'humidité pour survivre, donc en retirant cette humidité, le sel créait un environnement hostile à la décomposition. Par temps froid, la viande correctement salée pouvait se conserver pendant des années. La quantité de sel utilisée variait en fonction de la durée de stockage prévue et du climat. Les régions plus chaudes nécessitaient une conservation plus salée, tandis que les zones plus froides pouvaient utiliser un peu moins de sel, car le froid lui-même agissait comme un conservateur supplémentaire. Comprendre le fonctionnement de la conservation par le sel révèle un savoir médiéval ancré dans de simples pratiques populaires. Au niveau moléculaire, le sel crée un environnement osmotiquement défavorable à la vie bactérienne. Les conservateurs médiévaux devaient trouver un équilibre entre la conservation et la palatabilité, car une viande trop salée devenait presque immangeable sans un trempage prolongé. La viande conservée pour un usage militaire péchait souvent par excès de salage, créant des provisions sûres mais brutalement salées. Des récits contemporains décrivent des soldats faisant tremper la viande salée pendant des jours avant de la cuisiner, changeant l'eau à plusieurs reprises pour en extraire le sel. La qualité et le type de sel avaient également une importance considérable. Le sel de mer des régions côtières et le sel gemme des gisements souterrains variaient en pureté et en efficacité. Le coût du sel signifiait que la qualité de la conservation variait considérablement selon la classe sociale. Les ménages riches pouvaient se permettre de généreuses quantités de sel de haute qualité, créant des viandes bien conservées qui gardaient une bonne saveur. Les familles pauvres utilisaient un minimum de sel, créant des produits marginalement conservés, qui devaient être consommés assez rapidement, ou risquaient de se gâter. Le fumage complétait le salage, ou était parfois utilisé seul, en particulier pour le poisson et certaines coupes de viande. Le processus commençait par le trempage de la viande dans de la saumure pendant plusieurs jours. Ensuite, la viande saumurée était suspendue pour absorber la fumée de feu soigneusement entretenue à cet effet. La fumée agissait comme un conservateur naturel par de multiples mécanismes. Elle créait une barrière de surface inhibant la croissance bactérienne, déposait des composés qui tuaient les bactéries et poursuivait le processus de séchage. Le processus de fumage prolongeait considérablement la durée de conservation tout en ajoutant des saveurs distinctives. Le lard fumé recevait un traitement spécial,
souvent frottée avec des épices et du miel avant d'être fumée. De nombreuses maisons paysannes combinaient le salage et le fumage, la viande étant d'abord emballée dans du sel, puis suspendue dans les cheminées où elle absorbait lentement la fumée. Le processus de fumage exigeait une attention particulière et des connaissances considérables. La viande devait être coupée en lanières relativement minces et maigres pour garantir que la fumée pénètre partout. Les parties grasses, plus sujettes au rancissement, étaient souvent retirées avant le fumage, ou étaient fondues pour obtenir du saindoux. Le type de bois utilisé pour le fumage avait une importance énorme. Différents bois conféraient des saveurs et des qualités de conservation différentes. Les bois durs comme le chêne, le hêtre et le pommier étaient préférés pour leurs propriétés de combustion lente et leurs saveurs agréables. Les bois tendres comme le pin étaient évités car leur fumée résineuse pouvait rendre la viande amère et potentiellement toxique. Dans les régions sans ensoleillement suffisant pour le séchage naturel, les communautés médiévales construisaient des séchoirs, des structures spécialisées où la nourriture était séchée sur des feux contrôlés. Les fruits, les légumes et les herbes étaient également séchés en utilisant ces méthodes, créant des aliments conservés qui ajoutaient de la variété et de la nutrition. La connaissance des bois à utiliser, des températures à maintenir et de la durée de fumage des différentes viandes représentait une sagesse accumulée, transmise de génération en génération. Le simple séchage fonctionnait efficacement pour de nombreux aliments, y compris les fruits, les céréales et certaines viandes. Le principe était simple, retirer suffisamment d'humidité pour que les organismes responsables de la détérioration ne puissent pas se développer. Le poisson s'est avéré particulièrement adapté au séchage. Un produit particulier est devenu omniprésent dans les régimes militaires médiévaux, le stockfish. Il s'agissait de morues qui avaient été fendues en deux, fixées à un poteau ou à un support, et laissées à sécher à l'air froid du nord. Le résultat était un poisson si complètement déshydraté qu'il pouvait se conserver indéfiniment s'il était gardé au sec, devenant dur comme du bois. Pourtant, le stockfish représentait une source de nourriture portable qui permettait les opérations maritimes et militaires. Les abondantes populations de morues dans les eaux de l'Atlantique Nord rendirent le stockfish relativement peu coûteux et facilement disponible. Le stockfish se présentait sous deux formes principales, la morue salée, qui était salée et marinée avant d'être séchée, et le stockfish pur, simplement séché à l'air sans salage significatif. Les deux posaient des défis pour la consommation. Le poisson séché devait être battu avec un maillet en bois pour briser les fibres rigides. Après avoir été battu, il devait être trempé pendant de longues périodes, parfois des jours, pour se réhydrater suffisamment. Ce n'est qu'après cette longue préparation que le stockfish pouvait être cuit et mangé. Malgré une préparation fastidieuse, le stockfish était inestimable pour les campagnes d'hiver car il ne se gâtait pas et fournissait des protéines lorsque d'autres sources n'étaient pas disponibles. Des preuves archéologiques provenant de sites militaires à travers l'Europe du Nord montrent une abondance d'arêtes de stockfish, témoignant de son importance dans le régime militaire médiéval. Les harengs salés jouaient un rôle similaire, devenant des composants vitaux des rations militaires. Les harengs médiévaux étaient fortement salés, emballés dans des barils. Ils étaient largement détestés par les pauvres, les marins et les soldats qui les recevaient comme ration standard. Le fort salage les rendait immangeablement salés, et leur abondance signifiait qu'ils apparaissaient avec une régularité monotone. Malgré leur impopularité, les harengs étaient répandus et bon marché. La hiérarchie sociale se reflétait même dans les rations de poissons. Les harengs fortement salés étaient donnés aux classes inférieures et aux soldats du commun, tandis que les officiers et la noblesse recevaient du poisson conservé de meilleure qualité ou, lorsque c'était possible, du poisson frais. Les pêcheries de harengs de la mer du Nord et de la Baltique sont devenues économiquement cruciales, en partie parce qu'elles fournissaient cet aliment de base pour les opérations militaires et navales à travers l'Europe. Le fromage représente l'une des plus anciennes rations militaires, avec une histoire documentée remontant au début de l'âge du bronze. Les Hittites avaient un descripteur spécial dans leur langue pour le fromage de soldat vieilli. Les Romains préféraient le pecorino romano, un fromage de brebis à pâte dure qui voyageait bien et se conservait des mois. Les armées médiévales ont poursuivi cette tradition car le processus de fabrication du fromage est en soi un conservateur. Les processus de fermentation et d'affinage créent un environnement acide et éliminent l'humidité, inhibant tous deux la croissance bactérienne. Les bons types de fromage pouvaient se conserver plusieurs mois lorsqu'ils étaient stockés dans des conditions fraîches et sèches,
et l'hiver était particulièrement favorable au stockage du fromage, car le froid agissait comme une réfrigération naturelle. Les archives historiques indiquent que les rameurs médiévaux recevaient environ 100 grammes de viande et de fromage par jour. Différentes régions produisaient des fromages adaptés à leurs conditions locales et à leurs besoins militaires. Les fromages à pâte dure affinés pendant des mois développaient des croûtes protectrices qui empêchaient la détérioration. Certains fromagers hollandais enrobaient les meules de cire, créant une barrière supplémentaire contre l'humidité et l'air, bien que cette technique coûteuse fût généralement réservée aux produits de première qualité. Les techniques de stockage transformèrent la terre elle-même en un immense système de réfrigération. Les chambres souterraines et les caves à légumes profitaient des températures stables et fraîches que l'on trouve sous la ligne de gel. Ces espaces frais servaient de réfrigérateurs naturels. Les légumes racines nécessitaient des conditions de stockage froides et humides. La température idéale était juste au-dessus du point de congélation jusqu'à un maximum d'environ 5 degrés Celsius. Une humidité élevée empêchait les légumes de se dessécher. Les légumes étaient emballés dans des récipients entourés de matériaux d'emballage comme de la sciure ou du sable légèrement humide. Les méthodes médiévales traditionnelles consistaient à emballer les légumes dans des feuilles sèches ou de la sciure dans des caves froides au sol en terre battue. Les navets, carottes, panais, betteraves et rutabagas pouvaient se conserver tout l'hiver s'ils étaient correctement stockés. Les oignons, poireaux, ail et échalotes, une fois bien séchés, pouvaient être suspendus dans un lieu de stockage frais pendant des mois. Les greniers pour le stockage des céréales avaient des exigences différentes, devant être secs plutôt qu'humides. Les céréales étaient généralement stockées dans des silos en forme de tour ou des bâtiments de greniers spécialisés construits au-dessus du sol pour éviter la détérioration et protéger contre les rongeurs, les parasites, les inondations et les intempéries. Des céréales correctement stockées pouvaient se conserver pendant des années, ce qui en faisait l'aliment de survie par excellence. Les céréales étaient même souvent stockées encore sur la tige, ce qui avait l'avantage de permettre aux grains d'absorber la dernière humidité restante, rendant les grains plus lourds. Le battage et le vannage étaient de bonnes activités d'intérieur pour les mois de mauvais temps, gardant les gens au chaud et occupés pendant le long hiver. Les communautés se rassemblaient dans les granges pour ces tâches, transformant un travail nécessaire en occasion sociale, qui aidait à maintenir le moral pendant les mois sombres. Parmi les viandes conservées, le porc tenait une place de choix, surtout pour les paysans et les soldats du commun. Les porcs étaient relativement faciles à élever, car ils pouvaient se nourrir eux-mêmes, mangeant des glands, des racines et des restes de cuisine que d'autres animaux ne pouvaient pas utiliser. Après l'abattage, le porc avait l'avantage d'absorber moins de sel de conservation que les autres viandes, ce qui signifie qu'il conservait plus d'humidité malgré la conservation. Cela rendait le porc conservé plus agréable au goût. Le lard fumé était particulièrement apprécié et pouvait être préparé avec des épices et du miel avant d'être fumé, créant un produit à la fois conservé et savoureux. Différentes coupes de porc étaient traitées différemment. Les coupes maigres étaient les meilleures pour la conservation à long terme par un salage intensif, tandis que les coupes plus grasses étaient transformées en saindoux, lui-même une graisse de cuisson précieuse et une source de calories. La qualité des aliments conservés variait énormément en fonction de la classe sociale. La noblesse pouvait se permettre des viandes soigneusement conservées, préparées avec des épices coûteuses. Ces viandes conservées de haute qualité, assaisonnées de poivre, de clous de girofle et d'autres épices exotiques, n'avaient que peu de ressemblance avec les provisions que recevaient les soldats du commun. Les soldats du commun recevaient des provisions fortement salées, à peine mangeables, conservées avec le traitement minimal nécessaire. Les officiers recevaient de meilleures rations que la troupe. Des ingrédients comme le poivre, le safran, les fruits secs et le miel étaient généralement réservés aux malades et aux blessés, ou aux officiers. Les soldats de base devaient se contenter d'assaisonnements simples, oignons, ail, vinaigre et moutarde. Cette hiérarchie s'étendait à tous les aspects de l'approvisionnement militaire, créant des différences flagrantes en matière de nutrition, de santé et de morale entre les différentes classes sociales au sein de la même armée. Du point de vue des campagnes d'hiver, le temps froid était en fait idéal pour les aliments conservés. L'hiver agissait comme un conservateur supplémentaire, maintenant les aliments à des températures où les bactéries et les moisissures ne pouvaient pas se développer. Les aliments qui pouvaient se gâter en quelques semaines en été pouvaient se conserver pendant des mois dans le froid de l'hiver. Cela signifiait que les campagnes d'hiver, aussi rares fussent-elles,
avait au moins l'avantage que les réserves de nourriture étaient moins susceptibles de se gâter. Cependant, cela s'accompagnait du grave inconvénient d'une variété alimentaire extrêmement limitée. Une campagne d'hiver signifiait des mois à manger de la viande salée, du biscuit de mer, du poisson séché et peut-être quelques légumes racines. Il n'y avait pas de fruits frais, pas de légumes frais, pas de variété pour rompre la monotonie. Les conséquences sur la santé de ce régime limité s'avéreraient graves. Pourtant, sans ces techniques de conservation, les campagnes d'hiver n'auraient pas été possibles du tout. Ensuite, nous découvrirons que les soldats n'étaient pas les seules bouches que les armées devaient nourrir. Les chevaux, dont la guerre médiévale dépendait de manière critique, avaient besoin de beaucoup plus de nourriture que les hommes eux-mêmes, créant un cauchemar logistique qui façonnait la possibilité même des opérations militaires médiévales. La guerre médiévale était fondamentalement construite autour des chevaux, d'une manière que les gens modernes ont souvent du mal à apprécier. Quand nous pensons aux batailles médiévales, nous imaginons des charges de cavalerie. Pourtant, les chevaux jouaient des rôles bien plus divers que de simplement transporter des guerriers au combat. Chaque opération militaire majeure nécessitait un nombre massif de chevaux pour transporter les provisions, l'équipement et les engins de siège. Les montures des officiers étaient nécessaires pour le commandement et la communication. Les messagers et les éclaireurs avaient besoin de chevaux rapides et fiables. Les trains de bagages qui approvisionnèrent les armées se composaient de centaines ou de milliers de chevaux et de bœufs tirant des charrettes et des chariots, chargés de tous les matériaux que les armées consommaient. Quand on examine une armée médiévale typique, les chevaux étaient bien plus nombreux que les soldats eux-mêmes, avec des ratios atteignant souvent 3 ou 4 chevaux pour chaque soldat. L'arithmétique de l'alimentation de ces animaux était stupéfiante. Un seul cheval consommait environ 10 fois plus de nourriture en poids qu'un homme. Là où un soldat avait besoin d'au moins 3 livres de nourriture par jour, chaque cheval avait besoin de 20 livres de fourrage chaque jour, juste pour maintenir sa capacité de travail. Les chevaux de guerre d'élite, les destriers qui portaient les chevaliers en armure, nécessitaient une alimentation encore plus substantielle. Ces animaux massifs avaient besoin d'un demi à 2/3 de boisseaux d'avoine par jour, certains destriers particulièrement grands consommant jusqu'à 2 boisseaux pleins. Un boisseau d'avoine pèse environ 32 livres, ce qui signifie que les meilleurs chevaux de guerre mangeaient de plus de 60 livres de fourrage par jour. Les chevaux de guerre ordinaires avaient encore besoin d'au moins un demi-boisseau d'avoine par jour pendant les mois d'hiver, lorsque le pâturage était impossible. Considérez un exemple historique spécifique qui illustre l'échelle. Pendant la campagne de 1298 en Écosse, les archives indiquent que 3400 chevaux de guerre ont été emmenés dans l'expédition. Cela n'incluait pas les milliers d'autres chevaux pour le transport des bagages, ni les bœufs qui tirèrent de nombreuses charrettes. Rien que les chevaux de guerre consommaient 20 tonnes de céréales par jour. 20 tonnes devaient être achetées, transportées et distribuées chaque jour. Ce défi logistique stupéfiant nécessitait une préparation approfondie. Les shérifs locaux à travers l'Angleterre recevaient des ordres des mois à l'avance pour collecter de vastes quantités d'avoine et de fourrage. Ces provisions devaient ensuite être transportées aux points de ralliement et aux garnisons le long de la route de marche. La coordination requise était immense, impliquant des fonctionnaires de plusieurs comtés, des centaines de charrettes pour le transport et des installations de stockage à des endroits stratégiques. L'hiver transformait fondamentalement l'équation de l'alimentation des chevaux, la faisant passer de difficile à presque impossible. Pendant les mois d'été, les chevaux pouvaient paître dans les prairies. Les armées médiévales opérant en été étaient capables de fonctionner dans des régions où les chevaux pouvaient compléter leur alimentation par le pâturage. Comme les guerres médiévales se déroulaient principalement pendant les saisons chaudes, les animaux de trait pouvaient fourrager lorsque le camp était établi pour la nuit ou pendant les jours de repos. L'hiver changeait absolument tout. Les chevaux ne pouvaient se manger que de la nourriture qui avait été coupée et stockée à l'avance une fois que la neige recouvrait le sol. Il n'y avait pas de pâturage sur les champs enneigés. Cela signifiait que tout le fourrage devait être soit transporté avec l'armée, ce qui multipliait énormément les besoins en transport, soit réquisitionné auprès des populations locales. Pour les maisons royales qui entretenaient des chevaux pendant l'hiver dans des lieux permanents, les besoins alimentaires étaient bien compris. Pendant les mois d'hiver, les fonctionnaires fournissaient aux chevaux la majorité de leur nourriture, car le pâturage était limité ou impossible. Les archives indiquent que les chevaux ordinaires recevaient un demi-boisseau d'avoine, soit environ 32 livres, chaque jour pendant l'hiver. En plus des céréales, les chevaux recevaient 3 pains pour chevaux, un mélange de diverses céréales et de légumineuses moulues.
La dépense pour entretenir les chevaux pendant l'hiver était énorme, consommant une part importante du budget annuel de n'importe quel seigneur ou roi. Cela aide à expliquer pourquoi les armées médiévales étaient généralement plus petites que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le coût de l'entretien des forces de cavalerie pendant l'hiver, même lorsqu'elles n'étaient pas en campagne, était prohibitif pour tous, sauf les dirigeants les plus riches. Les types de fourrage utilisés comprenaient l'avoine comme céréale principale, considérée comme idéale pour fournir de l'énergie. Le foin, de l'herbe séchée coupée en été et stockée pour l'hiver, fournissait du volume et maintenait le système digestif des chevaux en état de marche. La paille avait moins de valeur nutritive, mais servait tout de même de fourrage lorsqu'elle était mélangée à d'autres aliments. Occasionnellement, les chevaux recevaient du son, des fèves et des pois. Le pain pour chevaux offrait une nutrition supplémentaire sous une forme pratique. La qualité variait en fonction de l'importance du cheval. Les destriers recevaient le meilleur fourrage, de l'avoine fraîche, le foin le plus fin et du pain pour chevaux soigneusement préparé. Les bêtes de somme et les chevaux de trait recevaient une nourriture de moindre qualité, mais même ces animaux avaient besoin d'une alimentation adéquate pour rester fonctionnels. La hiérarchie de l'alimentation des chevaux reflétait la hiérarchie des soldats, les ressources étant allouées en fonction de la valeur militaire plutôt que du besoin. Lorsque le fourrage venait à manquer, les conséquences étaient rapides et dévastatrices. Des documents de l'armée rapportaient que les chevaux souffraient terriblement lors des expéditions hivernales en raison du manque de fourrage adéquat. Les chevaux s'affaiblissaient, devenant incapables de porter des charges ou de tirer des charrettes. La cavalerie perdait son avantage de mobilité car les chevaux de guerre devenaient trop faibles pour porter des chevaliers en armure à pleine vitesse. Dans des cas extrêmes, les unités de cavalerie devenaient de fait de l'infanterie à mesure que les chevaux mouraient. Occasionnellement, lorsque les sièges s'éternisaient et que les provisions étaient épuisées, les troupes de garnison affamées étaient forcées de manger leur propre monture, une mesure désespérée qui détruisait la capacité militaire. Une campagne particulièrement désastreuse de la guerre de 100 ans a vu les forces anglaises perdre plus de la moitié de leurs 30 000 chevaux, les hommes étant contraints de marcher à pied tout en mourant de faim. La vue d'une cavalerie autrefois fière peinant dans la boue à pied, leurs armures et armes coûteuses devenant des fardeaux plutôt que des atouts, représentait un échec logistique complet. Les implications stratégiques des besoins alimentaires des chevaux limitaient fondamentalement ce qui était possible dans la guerre médiévale. Les armées ne pouvaient pas envahir des régions sans fourrage suffisant. Les campagnes d'hiver devenaient presque impossibles, simplement en raison des besoins des chevaux, même lorsque les provisions pour les soldats eux-mêmes pouvaient être organisées. L'arithmétique cruelle créait un cercle vicieux. Plus de soldats signifiait exponentiellement plus de chariots et de chevaux pour transporter leurs provisions, ce qui signifiait qu'encore plus de fourrage était nécessaire, ce qui nécessitait encore plus de chariots et de chevaux, et ainsi de suite dans une progression géométrique qui rendait rapidement les grandes armées insoutenables. Cela aide à expliquer pourquoi les armées médiévales étaient souvent étonnamment petites, quelques milliers d'hommes étant considérés comme une force majeure. Les trains de bagages dont dépendaient les armées étaient eux-mêmes d'énormes consommateurs de ressources. Les bêtes de somme servaient de principal moyen de transport pour la nourriture et les provisions. Le cheval ou la mule médiévale moyenne pouvait porter environ 100 kg lorsqu'elle était utilisée comme bête de somme. Alternativement, ces animaux tirent des charrettes et des chariots. Les charrettes à 2 roues avaient une capacité de charge maximale d'environ 500 kg. Les chariots à 4 roues pouvaient se transporter jusqu'à 650 kg. Cependant, ces charrettes et chariots devaient être tirés par des chevaux et des bœufs, qui avaient eux-mêmes besoin d'être nourris. Chaque ajout au train de bagages augmentait les besoins alimentaires de l'armée. Le contingent civil qui accompagnait les armées, y compris les forgerons, les cordonniers, les marchands et les charretiers, ajoutait ses propres besoins au fardeau logistique. L'observation souvent attribuée à Napoléon, selon laquelle une armée marche sur son estomac, était tout aussi bien comprise par les commandants médiévaux des siècles plus tôt. L'approvisionnement en nourriture limitait de manière critique la taille de l'armée et ses capacités opérationnelles. La guerre médiévale existait dans des contraintes que la guerre moderne, avec ses camions, ses trains, ses avions et ses chaînes d'approvisionnement sophistiquées, a largement surmonté. Cela soulève une question évidente. Comment les armées médiévales ont-elles surmonté ces limitations écrasantes? La réponse est qu'elles ne transportaient souvent pas de provisions du tout. Au lieu de cela, elles les prenaient sur la terre et aux gens qui y vivaient,
dans une pratique qui brouillait la ligne entre la nécessité militaire et la terreur systématique. La solution principale des armées médiévales au problème d'approvisionnement était simple, bien que brutale. Prendre ce dont vous avez besoin à ceux qui l'ont. Le terme militaire pour cette pratique était « fourrager », un euphémisme qui adoucissait la réalité. Les paysans locaux l'appelaient par son vrai nom, le pillage. Les soldats utilisaient donc la force ou la menace de la force pour prendre de la nourriture, de l'eau, du fourrage et tout ce qu'ils voulaient à des paysans qui n'avaient aucune capacité significative de résister. À moins qu'une armée ne possède un système logistique comparable à ce que les Romains avaient développé, ce que très peu de forces médiévales faisaient, elle devait simplement vivre sur le pays. Ce n'était pas un incident, mais plutôt l'une des caractéristiques déterminantes de la guerre médiévale. La mécanique du fourrageage déterminait la vitesse à laquelle les armées pouvaient se déplacer et les régions dans lesquelles elles pouvaient opérer. Les armées fourrageaient généralement à des distances allant jusqu'à 60 milles de leur ligne de marche, envoyant des détachements dans les villages et les fermes environnants pour saisir ce qui était disponible. Cela nécessitait de disperser les forces à travers la campagne, ce qui créait des risques de sécurité, mais était inévitable. Les détachements arrivaient et saisissaient les céréales, le bétail, le fourrage, le vin, la bière et tout ce qui était utile. Parfois, ces réquisitions étaient présentées comme des « achats », mais lorsque les soldats arrivaient avec des armes, l'échange économique n'avait aucun sens. Les paysans pouvaient recevoir des promesses de paiement futures sans valeur, ou des reçus qui ne seraient jamais honorés. Ce processus de fourrageage signifiait que les armées se déplaçaient lentement, ne parcourant que 5 à 10 milles par jour, plutôt que les 20 milles ou plus que des armées bien approvisionnées pouvaient gérer. La nécessité de se disperser pour fourrager rendait également les armées vulnérables aux attaques lorsqu'elles étaient dispersées. Au XIVe siècle, le pillage organisé était passé d'une nécessité regrettable à une tactique délibérée, activement encouragée par les chefs militaires. Le terme français était « chevaucher », soulignant l'utilisation de troupes montées pour brûler et piller systématiquement le territoire ennemi. Les objectifs étaient multiples, distraire et démoraliser l'ennemi tout en le privant de provisions et de ressources économiques. Une région dévastée par une chevauchée ne pouvait pas soutenir les forces ennemies et ne pouvait pas contribuer aux recettes fiscales. La perspective du pillage attirait activement les hommes au service militaire. Si un général ne pouvait pas payer la solde, ce qui arrivait fréquemment lorsque les campagnes s'éternisaient, la perspective du pillage maintenait les troupes en service. Les soldats qui auraient pu déserter autrement restaient avec les armées, parce que la promesse de butin offrait la seule chance de profit de leur service. Édouard III d'Angleterre a fait de l'invasion par la terre brûlée une composante officielle de la politique militaire anglaise pendant la guerre de 100 ans, employant délibérément la stratégie de la chevauchée à travers la France. Les forces anglaises semaient la terreur parmi les populations locales, brûlant les récoltes, pillant les stocks de nourriture et autorisant le pillage général. La stratégie anglaise était de dévaster les territoires français si complètement qu'ils ne pourraient pas soutenir les armées, ne pourraient pas payer d'impôts à la couronne française et se soumettraient potentiellement à la domination anglaise simplement pour mettre fin à la destruction. En quelques mois, la couronne anglaise manquait généralement d'argent pour payer ses armées en France, après quoi les soldats recouraient au pillage de tout ce qui se trouvait à proximité. Cela a transformé la guerre de 100 ans en une campagne de terreur soutenue contre la paysannerie française. Le cycle de dévastation et d'effondrement économique qui en a résulté a contribué à des bouleversements sociaux, notamment la jacquerie paysanne et un déclin démographique et économique à plus long terme dans une grande partie de la France. Lorsque le fourrageage fonctionnait, il pouvait revitaliser des campagnes entières. Un exemple de la guerre de 100 ans illustre cette dynamique. Avant la bataille de Blanchetaque, les forces françaises étaient convaincues que les Anglais ne pourraient pas franchir la ligne de défense de la Somme et n'avaient pas complètement dépouillé la région environnante de nourriture. La campagne restait relativement riche en nourriture, permettant à l'armée anglaise de se réapprovisionner efficacement. Les villages de Noyelles-sur-Mer et du Crotoy ont fourni d'importantes réserves de nourriture, et avec ces provisions, l'armée anglaise a été revigorée et a poursuivi sa campagne, menant finalement à la bataille de Crécy. Cela démontre comment un fourrageage réussi pouvait faire la différence entre le succès et l'échec stratégique. Cependant, lorsque le fourrageage échouait, les conséquences étaient catastrophiques. Les régions précédemment dépouillées de leur stock de nourriture devenaient des pièges mortels pour les armées.
Au cours de certaines campagnes anglaises en France, les forces se sont essentiellement retrouvées piégées dans des régions dévastées, où il n'y avait tout simplement plus rien à prendre. Les Français avaient appris à mettre en œuvre eux-mêmes la tactique de la terre brûlée, détruisant délibérément les stocks de nourriture avant que les armées anglaises ne puissent les saisir. Les hommes et les chevaux mouraient en grand nombre, les survivants étant contraints de marcher à pied alors que leurs montures s'effondraient. Au moment où les armées atteignaient leur destination ou un territoire sûr, elles n'étaient plus que des ombres affamées et mal équipées, ayant perdu plus de la moitié de leurs chevaux. L'échec logistique se traduisait directement par un échec stratégique. Ces campagnes ratées ont démontré que la capacité d'une armée à se battre dépendait entièrement de sa capacité à manger, et qu'aucune quantité de génie tactique ne pouvait surmonter la famine. La dimension morale de ce système mérite d'être examinée, bien que nous devions faire attention à ne pas imposer des normes éthiques modernes. D'un point de vue moderne, le fourrageage représentait une terrorisation systématique des populations civiles. Les perspectives médiévales étaient différentes, façonnées par une vision du monde où la guerre était comprise comme un phénomène social total, impliquant des populations entières. La souffrance des civils dans les zones de guerre était considérée comme inévitable et attendue. Le pillage était considéré comme un droit légitime des soldats, une compensation pour leurs services et leurs risques. Le concept médiéval de « guerre juste » incluait des dispositions sur la conduite appropriée, mais ces restrictions étaient souvent ignorées dans la pratique et leur application était presque impossible. L'impact sur les populations locales était dévastateur et durable. Lorsque les armées passaient, les réserves de nourriture soigneusement accumulées pour survivre jusqu'à la prochaine récolte étaient saisies en quelques jours. Le bétail qui représentait des années d'élevage était abattu ou emmené. Les réserves de céréales qui faisaient la différence entre la survie et la famine étaient vidées. De nombreux paysans étaient destinés à mourir au cours de l'hiver suivant de malnutrition, leur survie sacrifiée pour nourrir les armées. Ce cycle pouvait dévaster des régions entières pendant des années. La reprise nécessitait de reconstituer les troupeaux, de replanter les champs et d'accumuler de nouvelles réserves, des processus qui prenaient des années. Certaines régions de France ont été si souvent dévastées pendant la guerre de 100 ans qu'elles sont restées dépeuplées pendant des générations. Le fourrageage s'étendait également à la chasse au gibier sauvage et à la cueillette de plantes sauvages. Bien que cela fût compliqué par des restrictions sociales, la chasse était souvent strictement réglementée par la classe sociale, le gibier étant réservé à la noblesse. Les forêts étaient des protégées en tant que réserve de chasse noble, avec des peines sévères pour le braconnage. Les soldats en campagne trouvaient ces restrictions considérablement assouplies, en particulier en territoire ennemi. Des soldats désespérés et affamés chassaient ce qu'ils pouvaient, complétant leurs rations avec des lapins, des cerfs, des oiseaux et tout autre animal qu'ils pouvaient attraper. Les plantes sauvages, les racines et les baies ajoutèrent de la variété au régime monotone. Cependant, la connaissance des plantes comestibles et des plantes toxiques n'était pas universelle, et les soldats s'aventurant dans des territoires inconnus s'empoisonnaient parfois en mangeant des plantes qu'ils prenaient pour des espèces comestibles. L'alternative au fourrageage était les convois de ravitaillement organisés, des trains de chariots apportant des provisions depuis un territoire ami, protégé par des gardes armés. Ces convois étaient des lignes de vie pour les armées, opérant en profondeur en territoire ennemi, mais ils représentaient des vulnérabilités critiques. Si une force ennemie capturait ou détruisait un convoi de nourriture, les soldats qui en dépendaient risquaient la famine. L'hiver rendait les convois de ravitaillement encore plus vulnérables, car les routes devenaient impraticables. Les chariots s'embourbaient et les gardes souffraient terriblement du froid. La nécessité de protéger les lignes de ravitaillement façonnait la planification stratégique, les armées étant forcées de maintenir des garnisons le long des routes pour sécuriser le passage des provisions. Cela dispersait les forces, affaiblissant l'armée principale, tout en immobilisant des troupes dans des positions défensives. Certaines puissances médiévales ont développé des stratégies défensives spécifiquement conçues pour contrer les tactiques de fourrageage. Les Hongrois ont construit des dizaines de châteaux, de places fortes et de villes fortifiées. Les provisions étaient stockées en toute sécurité dans ces lieux fortifiés. Les forces hongroises harcelaient les fourrageurs, leur refusant l'accès aux ressources. Avec la campagne efficacement fortifiée et la nourriture protégée, les armées d'invasion se rendaient compte qu'elles ne pouvaient pas soutenir leur campagne. Cette stratégie défensive a démontré que le fourrageage pouvait être contré, mais cela nécessitait des fortifications étendues et des ressources que la plupart des régions n'avaient pas.
L'exemple hongrois a influencé la pensée défensive ailleurs, mais peu de royaumes avec les ressources ou l'organisation politique pour mettre en œuvre des systèmes défensifs complets similaires. La dépendance au fourrageage créait une réalité stratégique où les armées ne pouvaient souvent pas opérer dans certaines régions ou pendant certaines saisons, indépendamment des considérations tactiques ou politiques. Une zone dévastée par des campagnes précédentes devenait infranchissable pour les armées suivantes. L'élimination par l'hiver du fourrage accessible rendait la plupart des régions incapables de soutenir des opérations militaires. Cela nous amène à une forme particulière de guerre où le fourrageage était impossible et les défis d'approvisionnement étaient amplifiés, la guerre de siège. Le siège devenait une bataille des stocks de nourriture contre la volonté, l'hiver déterminant souvent l'issue. La guerre de siège était la forme la plus courante de combat médiéval. La stratégie de siège la plus simple et souvent la plus efficace était brutalement directe, encercler la cible, couper tout approvisionnement en nourriture et en renfort, et attendre. Le temps et la biologie humaine feraient le travail que l'assaut et les engins de siège ne pouvaient souvent pas faire. La soif et la faim pousseraient inévitablement les défenseurs à se rendre, et bien que ce fût un processus lent, il était remarquablement fiable. Les théoriciens militaires contemporains considéraient le siège par la faim comme peut-être le moyen le plus efficace de capturer un château ou une ville fortifiée. Les défenseurs qui anticipaient un siège prenaient des mesures de préparation élaborées, centrées sur la nourriture et l'eau. D'importantes réserves de nourriture et d'eau étaient stockées derrière les murs. La bière et le vin étaient stockés en quantité qui semblent excessives, jusqu'à ce que l'on réalise que les réserves d'eau pouvaient être empoisonnées par les assiégeants. La plupart des châteaux avaient des puits creusés profondément dans les aquifères sous-jacents, et des citernes recueillaient l'eau de pluie. Les greniers étaient remplis de céréales. Les caves étaient approvisionnées en viande conservée, fromage, poissons séchés, sel, huile et vinaigre. Un château bien approvisionné avec un puits fonctionnel pouvait potentiellement tenir pendant de nombreux mois, voire des années, en fonction de la taille de la garnison et des provisions disponibles. Les défenseurs calculaient leur capacité en comptant les bouches à nourrir et en estimant la durée de leurs réserves, une arithmétique sinistre qui déterminait si la résistance était réalisable. L'armée assiégeante faisait face à ses propres défis sévères. Tandis que les défenseurs étaient assis derrière de solides murs, les assiégeants campaient dans des conditions de terrain souvent sordides, froides et misérables. Ils dépendaient de la campagne environnante et de leurs propres lignes de ravitaillement s'étendant jusqu'en territoire ami. Cela rendait les assiégeants vulnérables aux mêmes maladies et à la même famine qu'ils comptaient infliger aux assiégés. Le siège devenait une course entre les stocks de nourriture des défenseurs et l'endurance et les ressources des attaquants. Le camp qui s'épuisait le premier perdrait, indépendamment de la prouesse militaire ou de l'habileté tactique. L'hiver donnait aux défenseurs un avantage crucial dans la guerre de siège. À l'approche du froid, il fixait une échéance de fer pour les attaquants. Les défenseurs étaient relativement au chaud à l'intérieur de leur forteresse, les murs de pierre offrant une protection contre le vent et la neige. Ils avaient des feux pour se réchauffer et des toits au-dessus de leur tête. Les assiégeants devaient se construire des quartiers d'hiver de toutes pièces ou risquer de mourir de froid à découvert. Certains attaquants très déterminés engageaient d'énormes ressources pour des sièges de plusieurs années, construisant des structures semi-permanentes autour des lieux assiégés. La plupart des commandants et de leurs armées étaient contraints de se retirer jusqu'au printemps. La simple approche de l'hiver pouvait sauver une garnison assiégée, car les attaquants reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas maintenir le siège pendant les mois de gel. Un célèbre exemple anglais illustre comment les sièges se terminaient souvent. Le château de Kenilworth a été assiégé en 1266 pendant près de 6 mois, l'un des plus longs sièges de l'histoire anglaise. Les défenseurs ont tenu bon derrière de solides murs. Ils avaient accès à l'eau des puits et aux poissons de l'étang environnant du château. Finalement, ils ont accepté une reddition honorable, mais pas parce qu'ils avaient été militairement vaincus. Leurs réserves de nourriture étaient simplement épuisées. Le siège a démontré le pouvoir fondamental de la guerre de blocus. Avec suffisamment de temps et de ressources pour maintenir l'encerclement, même les fortifications les plus solides finiraient par tomber. Les défenseurs ont reçu des conditions généreuses, précisément parce qu'ils avaient tenu si longtemps et infligé des coups importants aux assiégeants. Lorsque la nourriture commençait à manquer à l'intérieur des fortifications assiégées, une séquence prévisible et sinistre se déroulait. Il n'était pas rare que les défenseurs d'un château mangent leurs chevaux à mesure que les provisions diminuaient.
Les chevaux représentaient une valeur significative, à la fois économique et militaire. Donc, leur abattage indiquait des circonstances désespérées. Après les chevaux venaient les chiens et les chats. Alors que les conditions devenaient de plus en plus désespérées, certains commandants de garnison prenaient la décision brutale d'expulser les bouches inutiles du château. Les personnes âgées, les femmes, les enfants et toute personne ne pouvant pas combattre activement étaient forcées de sortir des portes, laissées dans le no man's land pour mourir de faim ou implorer une pitié qui venait rarement. Certains assiégeants laissaient ces civils expulsés traverser leurs lignes. D'autres, espérant faire pression sur les défenseurs en les forçant à assister à la souffrance des civils, refusaient le passage, laissant les expulsés mourir entre les armées. Ce calcul cruel était simple. Avec moins de personnes à l'intérieur, la nourriture durerait plus longtemps pour les combattants. Le régime alimentaire pendant les sièges prolongés devenait de plus en plus limité. Le vin était mélangé à de l'eau pour le faire durer plus longtemps. Les biscottes et les biscuits de mer devenaient des aliments de base. La viande de bœuf salée et le saindoux fournissaient des protéines et des calories. Pour de nombreux défenseurs endurant des sièges de plusieurs mois, cette gamme extrêmement limitée d'aliments représentait leur seule nutrition, un régime monotone à peine suffisant pour maintenir la santé. Le manque de variété entraînait inévitablement des maladies de carence nutritionnelle, en particulier le scorbut. Les défenseurs qui avaient commencé les sièges en bonne santé en sortaient affaiblis, ayant perdu des dents, souffrant de diverses affections causées par une malnutrition prolongée. Les armées assiégeantes faisaient face à des problèmes de ravitaillement en miroir. Elles avaient besoin d'un réapprovisionnement constant, mais ne pouvaient pas fourrager localement, car la zone autour d'un siège était rapidement dépouillée. Quelques jours après l'établissement des lignes de siège, toute la nourriture disponible à portée de main était consommée. Les lignes de ravitaillement depuis le territoire ami devenaient essentielles, mais elles étaient vulnérables à l'interdiction par les forces ennemies. Les armées de secours pouvaient cibler les convois de ravitaillement, forçant les assiégeants à diviser leurs forces entre le maintien du siège et la protection de leur logistique. L'hiver rendait les lignes de ravitaillement encore plus périlleuses, les convois étant retardés ou complètement incapables de passer. À mesure que les provisions n'arrivaient pas, les assiégeants eux-mêmes commençaient à mourir de faim. L'ironie des assiégeants mourant de faim en essayant d'affamer les défenseurs n'échappait pas aux observateurs contemporains. Les sièges côtiers avaient des dynamiques fondamentalement différentes, car les navires pouvaient réapprovisionner soit les défenseurs, soit les attaquants, indépendamment de ce qui se passait sur terre. Le célèbre siège de Calais pendant la guerre de Cent Ans illustre ce principe. Des navires anglais sont arrivés au large tout au long du siège pour réapprovisionner et renforcer les forces assiégeantes, créant une opération de ravitaillement majeure qui puisait dans des sources à travers l'Angleterre et le pays de Galles. Des provisions arrivaient également par voie terrestre depuis la Flandre voisine. Cette combinaison a permis au siège de se poursuivre indépendamment de la saison et du temps. Les Anglais pouvaient maintenir leur siège pendant l'hiver car le réapprovisionnement maritime continuait même lorsque les routes terrestres devenaient impraticables. Finalement, les défenseurs français, incapables de recevoir un réapprovisionnement par mer ou par terre, ont été contraints de se rendre malgré une résistance héroïque. De nombreux sièges médiévaux ne se sont pas terminés par une conquête, mais par une négociation entre des parties épuisées, affamées et malades des deux côtés. La reddition honorable est devenue la solution pour sauver la face qui permettait aux défenseurs de partir avec la vie sauve, tandis que les attaquants atteignaient leur objectif sans les pertes d'un assaut final. L'hiver forçait souvent ces négociations, car aucun des deux camps ne pouvait soutenir les opérations alors que le froid s'intensifiait. Les défenseurs reconnaissaient que leurs provisions ne dureraient pas jusqu'au printemps, tandis que les attaquants savaient qu'ils ne pourraient pas maintenir le siège pendant l'hiver. Le résultat était des redditions négociées qui permettaient aux deux camps de revendiquer une certaine mesure de succès et d'éviter la destruction mutuelle qu'un siège prolongé entraînerait. Cela soulève une question importante sur la réalité quotidienne de la vie militaire. Comment les soldats préparaient-ils réellement leur nourriture dans les conditions de camp? Quelles étaient les routines et les pratiques qui maintenaient les armées médiévales en état de fonctionner pendant le froid de l'hiver? Explorons la vie quotidienne de la cuisine de camp, de l'alimentation et de la survie dans les campements militaires médiévaux. Imaginez un camp militaire médiéval pendant les mois d'hiver. Des rangées de petites tentes s'étendaient sur tout terrain plat disponible. La fumée s'élevait de centaines de feux à travers le camp, créant une brume qui restait basse dans l'air froid. L'odeur qui imprégnait tout combinait la fumée de bois, la nourriture en train de cuire, en particulier le potage et la viande salée,
le fumier de cheval et les corps non lavés de centaines ou de milliers d'hommes. Le son remplissait l'air, des hommes coupant du bois et martelant des piquets, le tintement du métal sur le métal, des voix s'élevant en conversation et le bruit de fond constant d'une armée vaquant à ses occupations quotidiennes. Le froid imprégnait tout malgré les feux. Les hommes, emmitouflés dans des couches de laine, serraient leurs capes contre le vent. Le feu était le centre de tout dans un camp militaire médiéval. Toute la cuisine se faisait au feu, car les cuisinières n'apparaîtraient pas avant le XVIIIe siècle. Ces feux de camp servaient à plusieurs fins cruciales: la cuisine, la chaleur, la lumière et la socialisation. Le besoin constant de bois de chauffage créait l'une des exigences de travail quotidiennes, avec des soldats désignés chaque jour pour couper du bois. En hiver, la quantité nécessaire était massive, nécessitant de nombreux hommes travaillant pendant des heures. Les camps à long terme déboisaient visiblement les zones environnantes. Des gardes devaient être postés pour empêcher le vol de bois de chauffage des stocks des autres unités, car s'assurer d'un combustible adéquat devenait aussi important que de s'assurer de la nourriture. Le type de bois importait aussi. Les bois durs brûlaient de plus longtemps et plus chaudement, tandis que les bois tendres brûlaient rapidement et produisaient plus de fumée. Les soldats apprenaient à reconnaître les types de bois précieux et se disputaient pour ramasser le meilleur combustible. L'équipement de cuisine que les soldats utilisaient était simple et portable. Des pierres à cuire étaient des plaques de cuisson plates, en fonte, placées directement sur le feu pour frire. Des chaudrons en fonte ou en laiton coulé servaient pour les ragoûts et les bouillons. Des broches étaient des arrangements de tiges en fonte permettant de rôtir la viande sur le feu. Des pots en terre cuite étaient parfois utilisés lorsque les armées n'étaient pas en marche active. Le concept de l'ordinaire, un groupe de soldats qui mangeaient ensemble et partageaient leur équipement, était fondamental. Chaque ordinaire partageait son équipement de cuisine, les membres se relayant pour diverses tâches. La taille des ordinaires variait, mais comprenait généralement de 6 à 12 hommes qui mettaient leurs rations en commun et cuisinaient ensemble. Ce système réduisait le nombre de feux nécessaires et créait des liens sociaux cruciaux pour la cohésion militaire. Le potage était le repas universel du soldat, une soupe ou un ragoût épais fait en faisant bouillir des légumes et des céréales, avec de la viande ou du poisson ajouté lorsque disponible. Ce plat a servi d'aliment de base pendant des siècles. Le potage d'hiver se composait généralement principalement de pois et d'orge, la viande n'étant incluse que lors d'occasions spéciales ou pour les officiers. Le génie du potage à des fins militaires résidait dans son aspect pratique. Une marmite de potage pouvait être maintenue à mijoter sur un feu en continu, une partie étant mangée et d'autres ingrédients ajoutés. Certains potages cuisaient rapidement. D'autres restaient sur le feu pendant des jours, avec des ingrédients supplémentaires jetés de temps en temps. Cela rendait le potage idéal pour les camps militaires, où les hommes devaient manger par roulement. Les ingrédients qui entraient dans le potage variaient en fonction de la disponibilité, mais suivaient des schémas communs. Tous les légumes et herbes disponibles étaient jetés dans la marmite, bouillis dans du bouillon ou plus souvent simplement de l'eau. Des grains d'orge germés étaient fréquemment ajoutés. Les pois et les haricots apportèrent des protéines lorsque la viande était rare. Tous les légumes verts ou légumes disponibles complétèrent la base. Les oignons étaient presque universels. Pour les soldats du commun, le potage était généralement très basique. Le potage des officiers était de qualité nettement supérieure, avec plus de viande, de meilleurs légumes et de véritables épices. La couleur du potage pouvait indiquer sa qualité. Un potage épais et richement coloré suggérait de bons ingrédients, tandis qu'un potage clair et grisâtre indiquait de maigres rations. Le pain frais était un luxe rare en campagne, car il nécessitait des fours, qui étaient assez coûteux et longs à construire. Les fours médiévaux étaient de faits d'argile, de pierre ou de briques, nécessitant une main-d'œuvre qualifiée et des matériaux substantiels. Le processus de chauffage était complexe. Des broussailles devaient être brûlées à l'intérieur jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne température, puis le charbon et les cendres étaient raclés, la nourriture insérée et l'ouverture couverte. De nombreux camps n'avaient que rarement des fours, en particulier pendant les campagnes mobiles. Les soldats comptaient souvent sur les fours communaux des villes voisines, s'ils opéraient en territoire ami, ou achetaient du pain aux boulangers locaux. Lorsqu'aucune de ces options n'existait, ils se contentaient de biscuits de mer. Construire un four de campagne nécessitait de trouver de l'argile appropriée, de construire la structure, de la laisser sécher suffisamment, puis de contrôler soigneusement les premières cuissons pour éviter les fissures. Cet investissement en temps et en ressources n'était rentable que pour les campements à long terme. L'abri contre les éléments était basique et insuffisant selon les normes modernes.
Au haut Moyen Âge, les tentes étaient simples et fonctionnelles, composées de poteaux en bois et de tissus grossiers. Les matériaux comprenaient le lin, la laine et parfois des peaux d'animaux. Les soldats du commun avaient généralement une simple toile de lin ou de laine drapée sur une armature en bois. Ces abris étaient petits et spartiates. De nombreux soldats dormaient simplement à la belle étoile, enveloppés dans leurs capes autour des feux. Les officiers jouissaient d'un logement plus grand et plus confortable. Les commandants les plus riches avaient des pavillons élaborés avec plusieurs pièces, des meubles et un confort relatif. La disparité flagrante dans la qualité des abris renforçait les hiérarchies sociales et contribuait au ressentiment parmi les soldats du commun. Les matériaux utilisés pour la construction des tentes avaient une importance énorme pour la survie en hiver. La laine et le lin étaient les plus courants, choisis pour de bonnes raisons. La laine se comportait exceptionnellement bien dans des conditions de froid. La structure naturelle de la laine, avec d'innombrables petites poches d'air emprisonnées dans les fibres, offrait une excellente isolation thermique. Remarquablement, la laine restait chaude en hiver, mais relativement fraîche en été. Peut-être le plus important pour les campagnes d'hiver, la laine conservait ses propriétés isolantes même lorsqu'elle était humide. Elle pouvait absorber jusqu'à 30% de son propre poids en humidité sans paraître froide ou mouillée. La laine était naturellement résistante à l'eau dans une certaine mesure, repoussant les précipitations légères et restant chaude même lorsqu'elle était trempée. Cela rendait les tentes en laine bien supérieures aux alternatives pour une utilisation hivernale. Les artisans médiévaux ont développé des techniques d'imperméabilisation pour rendre les tentes plus résistantes aux intempéries. Les méthodes allèrent du simple huilage à des mélanges complexes. L'huile de lin pouvait être appliquée sur le tissu pour augmenter la résistance à l'eau. Certaines recettes impliquaient des mélanges d'huile, de cire et d'autres substances. L'objectif était de créer un tissu qui repousserait l'eau tout en permettant une certaine circulation de l'air pour empêcher la condensation de s'accumuler à l'intérieur des tentes. Une tente complètement imperméable qui ne permettait aucun mouvement d'air accumulerait la condensation de la respiration des soldats, rendant l'intérieur humide et froid. Les vêtements d'hiver suivaient des principes similaires, la laine dominant comme matériau de choix pour les vêtements extérieurs. Les vêtements extérieurs étaient généralement en laine, tandis que les sous-vêtements étaient généralement en lin. Les vêtements en laine étaient chauds, lourds et irritants, mais ils étaient chauds et résistants à l'eau. Les sous-vêtements en lin rendaient les vêtements en laine plus confortables. En hiver, et pendant les mois les plus froids, les soldats ajoutaient des capes, de lourds vêtements de laine qui pouvaient être enroulés autour du corps en plusieurs couches. Des moufles protégèrent les mains et des bonnets de laine couvrirent la tête, tous deux cruciaux pour prévenir les gelures. La stratégie consistait à superposer plusieurs couches pour la chaleur, chaque couche emprisonnant l'air. Les soldats qui ne pouvaient pas se permettre plusieurs couches souffraient terriblement du froid de l'hiver. Les routines quotidiennes de la vie de camp suivaient des schémas prévisibles. L'aube arrivait avec le réveil du camp et l'attisement des feux. Le petit déjeuner se composait souvent de potage qui avait mijoté toute la nuit, servi avec du pain lorsque disponible et de la bière ou du vin. Pendant la journée, les soldats accomplissaient leurs tâches assignées, corvées, entraînement, entretien, ramassage de bois de chauffage. Le midi apportait plus de potage, peut-être du fromage si les provisions étaient suffisantes. Le soir, voyait le repas principal, généralement plus substantiel. Ces rassemblements du soir étaient autant sociaux que nutritionnels, les hommes partageant des histoires et des plaintes en mangeant ensemble. La nuit arrivait tôt en hiver, les soldats se blottissant dans leurs tentes ou autour des feux, enveloppés dans leurs capes. Les sentinelles souffraient le plus pendant les nuits d'hiver, forcés de rester éveillés et alertes tout en étant exposés à un froid brutal. Les sentinelles étaient relevées fréquemment pour les empêcher de geler ou de s'endormir, deux situations potentiellement fatales pour l'individu et dangereuses pour tout le camp. L'aspect social des ordinaires était crucial pour la cohésion et le moral militaire. Un ordinaire était un groupe qui prenait régulièrement ses repas ensemble, servis dans certains plats qu'ils partageaient. Une écuelle de potage faisait référence à la quantité nécessaire pour nourrir tout le groupe. Les soldats mangeaient en ordinaire avec leurs camarades d'ordinaire, les compagnons avec qui ils vivaient et combattaient. Le lien social créé autour des repas partagés était crucial pour le moral, surtout dans des conditions difficiles. Les hommes qui mangeaient ensemble développaient des liens qui maintenaient l'unité des unités militaires. Ces relations transcendaient souvent les classes sociales, les soldats pauvres et les hommes d'armes plus riches partageant la nourriture et les épreuves.
L'ordinaire devenait une famille de substitution pour les hommes loin de chez eux, offrant un soutien émotionnel ainsi que des ressources partagées. Pourtant, qu'arrivait-il aux hommes qui enduraient ces conditions pendant des mois? Quel prix payaient-ils en termes de santé et de souffrance? La réponse implique la maladie, la malnutrition et une affliction particulière qui est devenue le cauchemar des soldats médiévaux, le scorbut. Bientôt, nous découvrirons le terrible tribut que les campagnes d'hiver prélevaient sur le corps humain. Le scorbut était la maladie cauchemardesque des campagnes d'hiver, un fléau particulièrement associé aux soldats et marins médiévaux contraints de survivre pendant des mois, sans accès à des fruits et légumes frais. En Europe médiévale, le scorbut était principalement une maladie des paysans appauvris pendant les mois d'hiver, lorsque les produits frais qui fournissaient de la vitamine C n'étaient tout simplement pas disponibles. Les premières descriptions médicales claires datent des croisades du XIIIe siècle, où les médecins ont observé la maladie affectant des soldats loin de chez eux, vivant de rations conservées. Les soldats médiévaux faisaient face à un régime dominé par le pain et la bouillie qui manquait de vitamine C suffisante, et les conséquences commençaient à apparaître après 1 à 3 mois. Les symptômes commençaient par une léthargie et une faiblesse. Les soldats trouvant de plus en plus difficile d'accomplir leurs tâches, malgré un apport calorique adéquat, la maladie des gencives apparaissait comme l'un des premiers symptômes caractéristiques, les gencives devenant enflées, sensibles et sujettes au saignement. Les dents se déchaussaient et finissaient par tomber, rendant l'alimentation difficile et douloureuse. Des hémorragies apparaissaient sous la peau, créant des ecchymoses qui semblaient apparaître spontanément. La jaunisse se développait, donnant à la peau une teinte jaunâtre. De vieilles blessures qui avaient se guéri des années auparavant se rouvraient parfois spontanément, un symptôme particulièrement troublant que les gens du Moyen-Âge attribuaient à une punition divine ou à la sorcellerie. À mesure que la maladie progressait, les victimes devenaient de plus en plus handicapées, sans accès à une source de vitamine C que leur corps ne pouvait pas synthétiser. Les victimes finissaient par mourir d'insuffisance cardiaque, de diarrhée sévère ou d'infections opportunistes. Les conditions hivernales aggravaient considérablement le scorbut. L'apparition du scorbut était couramment associée au mois d'hiver, lorsque les fruits et légumes frais n'étaient tout simplement pas disponibles. Les facteurs saisonniers jouaient un rôle majeur dans la santé de la communauté. Les sources limitées de vitamine C, en hiver, créant des conditions où le scorbut pouvait se propager dans les camps militaires et les garnisons assiégées. La pénurie alimentaire aggravait le problème. L'armée romaine avait partiellement résolu ce problème avec la posca, une boisson à base de vin aigre qui fournissait un peu de vitamine C et aidait à prévenir le scorbut. Les armées médiévales manquaient même de cette protection, comptant sur la bière et le vin qui fournissaient des calories mais peu de vitamine C. La recherche archéologique en Croatie médiévale fournit des preuves de la gravité de cette maladie saisonnière. Des fouilles et des analyses de restes squelettiques de communautés médiévales dans les montagnes dalmates ont révélé que les facteurs saisonniers jouaient un rôle majeur dans la santé de la population. Les mois d'hiver dans ces régions de haute altitude étaient particulièrement rudes, avec des sources de vitamine C extrêmement limitées. L'analyse des os d'enfants a montré des signes de scorbut juvénile, indiquant une souffrance généralisée. Les modifications osseuses caractéristiques du scorbut, notamment l'hyperostose porotique et la cribra orbitalia, ont été trouvées dans des pourcentages significatifs des restes examinés, suggérant que la carence en vitamine C était un problème saisonnier récurrent affectant des portions substantielles de la population. Le scorbut n'était pas la seule maladie de carence qui sévissait lors des campagnes d'hiver. Des opérations prolongées avec des régimes limités créèrent des carences en vitamines au-delà de la simple vitamine C. L'héméralopie, causée par une carence en vitamine A, affectait la capacité des soldats à monter la garde pendant les longues nuits d'hiver. Cette condition, causée par un manque d'aliments contenant de la vitamine A comme le foie, les produits laitiers et certains légumes, rendait les sentinelles de plus en plus inefficaces à mesure que les campagnes s'éternisaient. Des systèmes immunologiques affaiblis résultèrent d'une malnutrition générale. Les infections respiratoires étaient courantes dans des conditions froides et humides, les soldats vivant dans des quartiers exigus propageant rapidement les maladies. La pneumonie tuait de nombreux soldats pendant l'hiver, lorsque le stress dû au froid affaiblissait les corps. La dysenterie résultait d'une mauvaise hygiène et d'une eau contaminée, se propageant rapidement dans les camps. La maladie se propageait avec une efficacité terrifiante dans les camps militaires médiévaux.
Les hommes partageaient les tentes, l'équipement et les récipients pour manger. Les pratiques d'hygiène étaient médiocres, les latrines étant souvent inadéquates ou mal situées. La compréhension médiévale de la transmission des maladies était limitée, la plupart des gens croyant que la maladie se propageait par le mauvais air, ou était une punition divine pour le péché. Les sources d'eau devenaient contaminées par les déchets humains, les animaux morts et les détritus généraux du camp. Les poux, les puces et autres parasites infestaient les vêtements, la literie et les tentes. La médecine médiévale avait une compréhension extrêmement limitée de la transmission des maladies et des traitements encore moins efficaces. Lorsque la maladie frappait, elle suivait généralement son cours, les médecins ne pouvant faire guère plus que de réconforter. La saignée, la purge et d'autres traitements médicaux médiévaux standards affaiblissaient souvent davantage les patients plutôt que de les aider à guérir. Les armées assiégeantes souffraient de conditions encore pires. Les conditions insalubres du campement que les assiégeants enduraient se révélaient souvent plus mortelles que les défenseurs qu'ils combattaient. Tandis que les armées mobiles pouvaient se déplacer vers de nouveaux endroits, les forces assiégeantes restaient stationnaires pendant des mois, et la zone autour de leur camp devenait de plus en plus contaminée. La maladie sévissait parmi les forces assiégeantes. Les récits historiques de siège notent fréquemment que plus d'assiégeants mouraient de maladie que de combats. Les défenseurs à l'intérieur des châteaux bénéficiaient d'une meilleure hygiène, d'une eau plus propre provenant de puits protégés, et de la capacité à maintenir l'hygiène dans des structures permanentes. Les défenseurs avaient des bâtiments en pierre qui pouvaient être maintenus plus propres que des tentes, un accès à des puits qui n'étaient pas contaminés par les camps environnants, et la capacité d'éliminer les déchets de leurs espaces de vie plus efficacement. Les crises sanitaires des croisades fournissent de multiples exemples de la manière dont la maladie pouvait détruire des armées. Pendant la 7e croisade, la flotte a quitté la France en août 1248, atteignant Chypre en septembre. Les croisés ont passé environ 8 mois sur l'île pour éviter de faire campagne pendant le pire temps et pour se réapprovisionner. Malgré cette précaution, la maladie a frappé l'armée pendant l'hiver, avec au moins 250 chevaliers et de nombreuses autres troupes mourant d'une maladie que les Européens attribuaient au climat rigoureux. La première croisade a vu la pénurie forcer des mesures extrêmes. Les chroniques contemporaines décrivent des croisés faisant bouillir du cuir pour en extraire les nutriments, mangeant des rongeurs et de la viande de cheval. Et dans le cas le plus extrême pendant le siège de Mahara, certains ont eu recours au cannibalisme. Fouché de Chartres, chroniqueur de la première croisade, a documenté la faim désespérée qui a poussé les hommes à ces extrêmes. La faim était si répandue et désespérée que les tabous humains normaux se sont effondrés. Bien que certains historiens débattent de savoir si les récits de cannibalisme ont été exagérés par les chroniqueurs contemporains, le simple fait que de tels récits aient été enregistrés démontre la gravité de la crise alimentaire. Le bilan psychologique des campagnes d'hiver aggravait la souffrance physique. Les soldats enduraient non seulement le froid, la faim et la maladie, mais aussi le stress psychologique de la peur, de l'incertitude et de l'éloignement de leur foyer. Le moral chutait pendant les campagnes d'hiver. Les désertions augmentèrent de façon spectaculaire, les soldats s'en allant tout simplement et risquant des punitions sévères, y compris l'exécution. Pour beaucoup d'hommes, le risque de punition semblait préférable à endurer davantage de souffrances hivernales. L'isolement des camps d'hiver, coupés de leur foyer par le temps et la distance, contribuait au désespoir. Les services religieux et les célébrations devenaient cruciaux pour maintenir le moral, offrant aux soldats un réconfort spirituel et des activités communautaires qui brisaient la monotonie. Les officiers faisaient face à d'énormes défis pour maintenir la discipline dans ces conditions. Ils devaient empêcher les hommes de déserter, prévenir la mutinerie et maintenir un semblant d'efficacité militaire dans des forces qui étaient froides, affamées, malades et démoralisées. L'équilibre entre la dureté et la compréhension exigeait un jugement prudent. Les officiers qui partagèrent la souffrance dans une certaine mesure, qui étaient vus endurer des épreuves similaires, gagnaient le respect et la loyauté qui pouvaient soutenir les unités dans des conditions extrêmes. Les officiers qui s'isolaient dans un confort relatif pendant que leurs hommes souffraient risquaient de perdre le contrôle de leurs forces. Les commandants les plus efficaces comprenaient que le maintien du moral exigeait un leadership visible et une volonté de partager les épreuves. Parfois, la souffrance devenait tout simplement insupportable et des armées entières se dissolvaient. Les hommes abandonnaient les campagnes en masse, rentrant chez eux sans se soucier des ordres ou des menaces. Les commandants se retrouvaient impuissants à arrêter les désertions massives. L'hiver battait des armées que les ennemis ne pouvaient pas toucher, forçant l'abandon d'objectifs stratégiques
et rendant toute la souffrance inutile. L'impact psychologique de voir des camarades mourir de maladie et de faim, d'endurer des mois de froid et de privation, pouvait briser même les forces les plus disciplinées. Lorsque les armées se dissolvaient de cette manière, les conséquences politiques et stratégiques pouvaient être graves, avec des territoires perdus, des alliances rompues et des réputations militaires détruites. Les hommes qui survivaient aux campagnes d'hiver portaient des cicatrices physiques et psychologiques pour le reste de leur vie. Des dents manquantes à cause du scorbut marquaient visiblement les survivants. Les gelures emportèrent des doigts, des orteils et des oreilles. Des constitutions affaiblies raccourcissaient leur espérance de vie. Les hommes ayant survécu aux campagnes d'hiver, mourant souvent jeunes, de maladies que leur corps ne pouvait pas combattre. Les souvenirs de la souffrance et de la mort de leurs camarades affectaient psychologiquement les survivants. C'était le coût humain de la guerre médiévale, en particulier de la guerre d'hiver. Les survivants luttaient souvent pour se réintégrer dans la vie civile, portant un traumatisme que la société médiévale n'avait aucun cadre pour comprendre ou traiter. Pourtant, malgré tous ces défis, malgré les terribles probabilités, certaines campagnes d'hiver ont été tentées. Qu'est-ce qui poussait les commandants à risquer la guerre en hiver malgré tout ce que nous avons discuté? Ensuite, nous examinerons des exemples historiques spécifiques de campagnes d'hiver, à la fois réussies et désastreuses, pour comprendre ce qui faisait la différence entre les armées qui survivaient et celles qui ne le faisaient pas. Les croisades fournissent peut-être les preuves les plus étendues de la manière dont les armées médiévales luttaient avec les défis d'approvisionnement, en particulier pendant les saisons où le fourrageage était difficile. Pendant la première croisade, de 1096 à 1099, de nombreux soldats participants ont hypothéqué leurs biens ou vendu leurs possessions avant de partir pour acheter leurs propres réserves de nourriture. Cela démontre une compréhension que les soldats devraient subvenir à leurs propres besoins, plutôt que de compter sur des systèmes d'approvisionnement organisés. Les repas ordinaires des soldats croisés étaient simples, du pain grossier, de la viande salée, du fromage et du vin coupé d'eau. Les croisades ultérieures ont montré une meilleure organisation, les chefs croisés négociant des accords avec la flotte vénitienne et les marchands pour l'approvisionnement. L'évolution de la logistique des croisades reflétait les dures leçons tirées des désastres précédents. Les observateurs contemporains ont noté que les armées croisées opéraient avec des réserves de nourriture constamment basses. Une observation particulièrement révélatrice a noté que les croisés arrêtaient de se battre et commençaient à manger, en découvrant de la nourriture dans les camps des armées musulmanes. La découverte des stocks de nourriture ennemie primait sur la poursuite d'avantages militaires, démontrant comment la faim désespérée façonnait les décisions tactiques. Des soldats qui auraient dû poursuivre des ennemis vaincus s'arrêtaient plutôt pour consommer les provisions capturées. Ce comportement a choqué les observateurs musulmans, qui l'ont interprété comme une preuve de la barbarie chrétienne, mais il reflétait simplement la réalité que les hommes affamés donnèrent la priorité à la nourriture avant tout. La première croisade a vu la pénurie forcée des extrêmes, du cuir bouilli, des rongeurs, de la viande de cheval. Au siège de Mahara, la faim généralisée a conduit au cannibalisme. La quatrième croisade fournit un exemple spécifique de la manière dont l'hiver a affecté les opérations des croisades. Les chefs de la croisade ont capturé Zara pour Venise en novembre 1202, puis s'y sont installés pour l'hiver, tout en négociant des plans pour restaurer Alexis Ange sur le trône de Constantinople. La pause hivernale n'était pas facultative, mais imposée par la saison, et la nécessité de fournir un abri et des provisions. Les croisés devaient être nourris et logés pendant l'hiver, ce qui mettait une pression énorme sur les ressources de Zara. La relation avec la population locale, déjà tendue par la prise violente de la ville, s'est encore détériorée alors que les croisés consommaient des mois de provisions stockées. Cela a contribué au détournement final de la croisade vers Constantinople elle-même, car les croisés avaient besoin d'une cible riche pour justifier la poursuite de leur campagne et compenser les ressources consommées pendant l'hiver. La guerre de 100 ans fournit de nombreux exemples de la manière dont la logistique a déterminé l'issue des campagnes. La campagne d'Édouard III, de 1359, a démontré l'ampleur massive de la préparation nécessaire pour des opérations en territoire hostile et dévasté. Édouard a organisé un train de ravitaillement massif, estimé à plus de 1000 chariots, pour soutenir sa force substantielle, reconnaissant que les territoires français avaient été si complètement dévastés par les campagnes précédentes que le fourrageage serait impossible. L'ampleur des ressources nécessaires aide à expliquer pourquoi de telles campagnes étaient rares. La plupart des dirigeants médiévaux
ne pouvaient tout simplement pas mobiliser la capacité organisationnelle et les ressources nécessaires. Le train de ravitaillement de 1000 chariots nécessitait des milliers d'animaux de trait, des centaines de charretiers et de personnel de soutien et d'énormes quantités de provisions chargées depuis des sources à travers l'Angleterre. La planification logistique de cette campagne a pris des mois. Le siège de Calais illustre ce que la logistique organisée pouvait accomplir lorsque les commandants avaient accès à des routes d'approvisionnement maritimes. Le siège représentait une opération de ravitaillement majeure puisant dans des sources à travers l'Angleterre et le pays de Galles. Des navires anglais arrivaient régulièrement au large pour réapprovisionner, rééquiper et renforcer les assiégeants, tandis que des routes d'approvisionnement terrestres depuis la Flandre voisine fournissaient un soutien supplémentaire. La coordination impliquée était remarquable pour la période médiévale, avec des provisions collectées dans plusieurs comtés, transportées vers les ports, chargées sur des navires, traversant la Manche et distribuées aux forces assiégeantes. Pourtant, même cette opération impressionnante n'était possible que grâce à la composante maritime. Les navires pouvaient livrer des provisions quelles que soient les conditions météorologiques qui rendaient les routes terrestres impraticables. Le succès du siège de Calais a démontré l'avantage décisif que la puissance navale pouvait fournir dans la guerre médiévale. Toutes les campagnes d'Édouard n'ont pas réussi. Au cours de certaines campagnes, les forces françaises avaient délibérément dépouillé des zones de leur stock de nourriture par des tactiques de terre brûlée. Les armées anglaises se sont essentiellement retrouvées piégées dans ces régions dévastées. Les hommes et les chevaux mouraient en grand nombre de faim. Les soldats qui avaient commencé la campagne à cheval ont été contraints de marcher à pied à mesure que leurs chevaux mouraient. Au moment où les restes atteignaient un territoire sûr comme Bordeaux, ils n'étaient plus que des ombres affamées et mal équipées, ayant perdu plus de la moitié de leurs 30 000 chevaux. Les survivants racontaient des histoires de manger tout ce qu'ils pouvaient se trouver, consommant des choses qu'ils considéreraient normalement comme immangeables, regardant leurs camarades s'effondrer de faim et d'exposition au froid. Ces campagnes ratées ont démontré que même les royaumes médiévaux les plus puissants ne pouvaient pas surmonter les défis logistiques fondamentaux de la guerre d'hiver en territoire dévasté. La bataille de Towton, livrée le 29 mars 1461 pendant la guerre des Deux Roses en Angleterre, est peut-être l'exemple le plus spectaculaire des conditions de combat hivernal affectant l'issue d'un champ de bataille. La bataille s'est déroulée pendant une tempête de neige, le temps influençant massivement le déroulement de l'engagement. Les forces lancastriennes tenaient un terrain élevé, ce qui aurait dû leur donner un avantage significatif, en particulier pour leurs archers. Cependant, la neige abondante soufflant directement dans le visage des Lancastriens rendait le tir précis presque impossible. Leurs flèches dépassaient les lignes yorkistes. Les archers yorkistes, en revanche, avaient la neige dans le dos et tiraient dans le vent. Contre-intuitivement, cela leur donnait une meilleure portée, car le vent portait leurs flèches plus loin. Ils ont dévasté les rangs lancastriens à une portée extrême. Le coup humain de Towton fut stupéfiant. La bataille dura des heures dans des conditions de blizzard qui épuisèrent les deux camps. Les chroniqueurs estimèrent que jusqu'à 30 000 hommes furent tués, bien que le nombre exact reste débattu par les historiens, ce qui en fait l'une des batailles les plus sanglantes sur le sol anglais. Les mains des hommes devinrent si engourdies par le froid qu'ils pouvaient à peine tenir leurs armes. Le sang gelait sur le sol. Les blessés qui tombaient étaient susceptibles de mourir d'exposition au froid, même si leurs blessures n'étaient pas immédiatement mortelles. Les survivants souffraient de gelures, d'hypothermie et d'un épuisement complet. La bataille démontra de manière concluante pourquoi le combat en hiver était si rare. Le temps lui-même devenait aussi mortel que les armes ennemies, et contrôler les troupes dans ces conditions était presque impossible. La bataille du lac Pei-Pou en avril 1242 a fourni un autre exemple des conditions hivernales façonnant le combat. Les chevaliers teutoniques ont affronté les forces russes sur la surface gelée du lac Pei-Pou, la glace elle-même devenant une considération tactique. Le lac gelé a créé des défis uniques pour la cavalerie lourdement armée, opérant sur cette surface perfide. La température et les conditions de la glace sont devenus des facteurs tactiques critiques que les commandants devaient prendre en compte. Bien que des légendes ultérieures aient popularisé des histoires dramatiques de chevaliers passant à travers la glace et se noyant, les récits contemporains ne soutiennent pas ces affirmations. La bataille, célèbrement dépeinte dans le film de Sergei Eisenstein, Alexandre Nevsky, a montré comment la guerre d'hiver nécessitait une pensée tactique entièrement différente. Les avantages traditionnels de la cavalerie
pouvaient devenir des handicaps lorsque le terrain était constitué de glace qui pouvait ne pas supporter le poids des chevaux en armure. Le siège arabe de Constantinople de 717 à 718 a démontré comment l'hiver pouvait condamner même des assiégeants déterminés. Les forces arabes ont maintenu leur siège pendant l'hiver, mais les conditions dans leur camp se sont détériorées de manière catastrophique. Le froid, la maladie et les problèmes d'approvisionnement ont dévasté l'armée assiégeante, tandis que les défenseurs byzantins restaient relativement en sécurité à l'intérieur des murs de la ville. L'hiver s'est avéré être l'allié des défenseurs et le siège a finalement échoué. Les forces arabes, habituées au climat méditerranéen et moyen-orientaux, étaient complètement impréparées à la rigueur de l'hiver dans la région. Leurs pertes dues au froid et à la maladie ont largement dépassé les pertes au combat. L'examen des opérations hivernales réussies révèle des facteurs communs qui étaient nécessaires, mais pas suffisants pour le succès. Une préparation approfondie avant l'arrivée de l'hiver était cruciale. Des lignes de ravitaillement sécurisées, de préférence des routes maritimes qui n'étaient pas affectées par les conditions routières, faisaient la différence. Un abri adéquat pour les troupes protégeait les soldats des pires effets du froid. Une forte motivation, que ce soit par nécessité désespérée ou par ferveur religieuse, aidait à maintenir le moral. Enfin, une richesse substantielle permettait aux commandants de soutenir des opérations coûteuses. Même lorsque tous ces facteurs étaient si présents, le succès était loin d'être garanti. L'imprévisibilité du temps hivernal, la vulnérabilité des lignes de ravitaillement et les effets cumulatifs du froid et de la malnutrition pouvaient vaincre même les forces les mieux préparées. Pourquoi la plupart des campagnes d'hiver ont-elles échoué? La réponse est simplement que la logistique a submergé les bonnes intentions et la planification stratégique. Les routes devenaient impraticables, quel que soit le nombre de chariots qu'un commandant avait organisés. Les convois de ravitaillement ne pouvaient non pas traverser les cols enneigés. Les chevaux mouraient par manque de fourrage malgré une planification minutieuse. Les hommes mourirent de froid, de faim et de maladie même lorsque les commandants faisaient tout ce qu'ils pouvaient raisonnablement faire. L'arithmétique de l'approvisionnement ne fonctionnait tout simplement pas pour les attaquants. Les défenseurs dans des positions fortifiées pouvaient survivre grâce à des provisions stockées avec un certain espoir de tenir jusqu'au printemps. Les attaquants sur le terrain faisaient face à des défis exponentiellement plus grands, chaque aspect de la logistique travaillant contre eux. Les commandants médiévaux ont appris au fil des siècles que les campagnes d'hiver valaient rarement le coup. Il était généralement préférable de se retirer des zones de campagne et d'hiverner en territoire ami, où les soldats pouvaient se reposer, récupérer et être entretenus sans les dépenses énormes de leur maintien sur le terrain. Revenir au printemps avec des provisions fraîches et des troupes reposées avait plus de sens stratégique. Les exceptions existaient, mais elles confirmèrent la règle plutôt qu'elles ne la contredisaient. La guerre d'hiver résultait généralement du désespoir ou d'une erreur de calcul, plutôt que d'une réflexion stratégique solide. Les commandants qui tentaient des campagnes d'hiver étaient soit contraints par des circonstances qui ne leur laissaient pas le choix, soit ils pariaient sur l'obtention d'un succès rapide avant que les pleins effets de l'hiver ne se fassent sentir. Ces leçons historiques révèlent une vérité fondamentale sur la guerre médiévale. Elle était bien plus façonnée par la logistique que par la tactique, l'entraînement ou le génie stratégique. La capacité à nourrir une armée déterminait ce qui pouvait être accompli, et l'hiver rendait ce défi presque insurmontable. Bientôt, nous réfléchirons à ce que tout cela signifie, en reliant la logistique militaire médiévale à des schémas historiques plus larges, et en considérant quelles leçons restent pertinentes même aujourd'hui. Tout au long de cette exploration de la guerre hivernale médiévale et de l'approvisionnement militaire, une vérité centrale émerge. La logistique importait plus que le courage, la tactique ou même le génie militaire. La stratégie la plus brillante ne signifiait absolument rien si les soldats ne pouvaient pas manger. Une magnifique force de cavalerie devenait inutile si les chevaux mouraient de faim. Des châteaux imprenables tombaient non pas sous l'assaut, mais sous la faim qu'aucun mur ne pouvait contenir. L'approvisionnement en nourriture déterminait les limites de ce qui était possible dans la guerre médiévale, fixant des limites strictes qu'aucune détermination ne pouvait surmonter. L'hiver magnifiait chaque défi logistique de manière exponentielle. Les techniques de conservation que nous avons explorées, le salage, le fumage et le stockage minutieux, pouvaient conserver la nourriture comestible pendant des mois, voire des années, représentant un savoir remarquable accumulé au fil des siècles. Pourtant, la conservation ne pouvait pas créer de la nourriture à partir de rien.
Les systèmes de transport qui fonctionnaient adéquatement en été s'effondraient complètement dans la neige et la glace. Le fourrage qui nourrissait les chevaux pendant les mois plus chauds disparaissait sous la neige hivernale. Les armées médiévales faisaient face à un choix brutal à l'approche de l'hiver: se retirer en territoire ami où elles pouvaient être entretenues, ou périr sur le champ de bataille. Habituellement, sagement, elles se retiraient. Derrière toutes les statistiques et les exemples historiques se cachent des histoires humaines de souffrance qui méritent d'être reconnues. C'étaient de jeunes hommes, souvent des adolescents ou de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, loin de leur foyer et de leur famille, gelant dans des abris inadéquats et mourant lentement de faim avec des rations qui n'étaient jamais suffisantes. Ils mangeaient de la viande durcie par le sel, qui devait être battue avec des maillets avant de pouvoir être mâchée. Ils consommaient un potage fait de tout ce qui pouvait être récupéré. Ils regardaient leurs camarades mourir du scorbut, du froid, de maladies que la médecine médiévale ne pouvait pas traiter. La vie du soldat médiéval était dure au-delà de ce que la plupart des gens modernes peuvent imaginer. Une lutte constante pour la survie qui laissait des marques permanentes sur ceux qui l'enduraient. Pourtant, il y a un autre côté à cette histoire, l'ingéniosité humaine et une résilience remarquable. Les gens du Moyen Âge ont développé des techniques de conservation affinées au fil des siècles. Ils ont créé le potage comme solution au défi de la cuisine de camp. Ils ont conçu des tentes et des capes en laine pour la chaleur, comprenant quels matériaux offraient de la meilleure isolation. Ils ont établi des ordinaires comme organisation sociale qui créaient des liens soutenant le moral. Les soldats médiévaux et les sociétés qui les soutenaient trouvaient constamment des moyens de survivre dans des conditions brutales. Cela représente une profonde réussite de l'adaptation humaine, démontrant que les gens confrontés à des défis apparemment insurmontables peuvent développer des solutions grâce à des connaissances accumulées et à une expérience pratique. En regardant en arrière de notre perspective moderne, nous pouvons voir comment la logistique militaire reste centrale à la guerre, bien que les défis spécifiques aient changé. La célèbre maxime de Napoléon selon laquelle « une armée marche sur son estomac » reste aussi vraie aujourd'hui qu'à l'époque médiévale. Les armées modernes entretiennent des systèmes d'approvisionnement élaborés. La ration de combat moderne est une descendante directe du biscuit de mer médiéval, utilisant une technologie différente mais remplissant la même fonction essentielle. Le défi fondamental demeure: acheminer suffisamment de nourriture aux soldats où qu'ils soient déployés. Les armées modernes ont surmonté de nombreuses limitations médiévales grâce à la technologie, mais la nécessité sous-jacente de nourrir les troupes reste inchangée. Ce qui a changé et ce qui n'a pas changé est instructif. La technologie de conservation s'est considérablement améliorée, avec la réfrigération, la mise en conserve et la lyophilisation. Le transport a été révolutionné par les camions, les avions et les navires. Les systèmes de communication permettent une coordination en temps réel. Pourtant, les armées ont toujours besoin d'être nourries. Les lignes de ravitaillement restent vulnérables. L'hiver complique toujours tout. Le fait fondamental que les soldats doivent manger pour se battre n'a pas changé, ce qui rend les expériences médiévales pertinentes pour comprendre la guerre moderne. Des opérations militaires récentes en Afghanistan et dans d'autres endroits reculés ont démontré que même avec la technologie moderne, approvisionner des forces en terrain difficile pendant l'hiver reste un défi énorme. La période médiévale enseigne une leçon historique plus large sur la manière dont les contraintes de la vie quotidienne façonnent les grands événements historiques. Les ambitions politiques étaient limitées par des réalités pratiques comme le besoin de manger. Des royaumes se sont élevés et sont tombés en partie à cause des récoltes de céréales. Des batailles ont été gagnées ou perdues en fonction de celui dont la réserve de porc conservée durait le plus longtemps. L'histoire n'a pas été faite seulement par les rois et les généraux, mais par les agriculteurs qui cultivaient les céréales, les boulangers qui faisaient le pain, les marchands de sel qui fournissaient pas les moyens de conservation et les éleveurs de chevaux qui fournissaient les animaux dont dépendait la guerre médiévale. Cette perspective remet en question la théorie de l'histoire des grands hommes, montrant comment les conditions matérielles et le travail des gens ordinaires ont façonné les résultats autant que les décisions des dirigeants. Que mangeaient les soldats médiévaux pendant les hivers les plus rudes? La réponse complète englobe un monde entier. Ils mangeaient de la viande salée battue pour l'attendrir, du biscuit de mer trempé pour le rendre comestible, du potage mijotant sans fin sur les feux de camp. Ils consommaient du fromage soigneusement conservé, buvaient de la bière et du vin pour les calories et le courage. Mais la réponse va au-delà des aliments spécifiques pour inclure les méthodes par lesquelles ils les obtenaient.
un fourrageage indiscernable du vol, un pillage qui terrorisait les populations civiles, la chasse de tout gibier qu'ils pouvaient retrouver, et dans les cas désespérés, manger des chevaux, des chiens et des chats. Et trop souvent, la réponse honnête est qu'ils mangeaient bien moins que ce dont ils avaient besoin, mourant lentement de faim en essayant d'accomplir des objectifs militaires que la logistique rendait impossibles. La guerre hivernale médiévale représente une étude sur les limites de l'endurance humaine, de ce que les corps et les esprits peuvent survivre, et de ce que les systèmes logistiques pouvaient fournir. Ces limites ont profondément façonné l'histoire médiévale, déterminant quelles campagnes pouvaient être lancées, quels sièges pouvaient réussir, quel royaume pouvait s'étendre ou devait se contracter. Tout cela découlait de la question fondamentale à laquelle les commandants devaient se répondre avant toute autre considération stratégique. Que mangeront les soldats? L'incapacité à répondre adéquatement à cette question pendant les mois d'hiver a créé le rythme saisonnier de la guerre médiévale qui a caractérisé l'époque. Comprendre ces réalités dissipe les notions romancées de la guerre médiévale que la culture populaire présente souvent. Les soldats n'étaient pas des chevaliers en armure étincelante, engagés dans des combats glorieux. C'étaient pour la plupart de jeunes hommes affamés, essayant de survivre à l'hiver dans des vêtements inadéquats, mangeant une nourriture monotone quand ils le pouvaient, souffrant de maladies que nous pouvons maintenant prévenir ou guérir facilement, et mourant en grand nombre de causes qui n'avaient rien à voir avec le combat. Leur histoire mérite d'être racontée avec précision, non pas pour glorifier la guerre, qui ne mérite aucune glorification, mais pour honorer la réalité de l'expérience humaine et pour comprendre le passé tel qu'il était réellement. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des dures réalités de la vie militaire médiévale pendant l'hiver. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation des luttes quotidiennes qui ont façonné l'histoire, de l'ingéniosité humaine déployée en réponse à des défis brutaux, et du rôle fondamental que la logistique a joué dans la détermination du destin des royaumes et des campagnes médiévales. La question de ce que mangeaient les soldats peut sembler prosaïque comparée aux récits de bataille et de conquête. Pourtant, elle a façonné l'histoire aussi profondément que n'importe quel coup d'épée ou engin de siège. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire médiévale, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne fascinée par la période médiévale ou l'histoire militaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'exploration des réalités historiques qui remettent en question les idées reçues. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Quel aspect de la vie militaire médiévale aimeriez-vous explorer ensuite? Votre engagement aide à mettre en lumière davantage de ces histoires. D'ici la prochaine fois, restez curieux du passé. Il a plus à nous apprendre que nous ne l'imaginons.